Antoine Bernard, souviens-toi, en 2018, à Westcatch, Louis-Napoléon, Sturricane viennent me voir backstage et ils me disent, tu vois ce petit jeune, Antoine Bernard, on devait le prendre avec nous. Il a du potentiel. À l'époque, personne te connaissait. Personne savait qui tu étais. Je te regarde, je leur fais confiance et on le prend dans l'Alliance et tout le monde se met à te connaître. L'Alliance devient le plus grand groupe du catch français à l'époque et on contrôle tout. On a une grande histoire, toi et moi. Et tu reviens à Rix et tout ce que tu veux faire, Tom Laroufa veut bosser pour Tom Laroufa. Tu veux mettre pas la lumière sur les jeunes comme tu veux le dire, tu voulais que la lumière reste sur toi. Parce que tout le monde s'en fout de toi en France. Mais mec, t'es complètement taré. Je garde la lumière sur moi. Mec, je reviens à la Rix, tu deviens champion Rix tout de suite. Mais non, mais non, mais non. Un coup dans les roustons. Non. Et Antoine Bernard est le premier champion de Rix Catch. Après, tu perds le titre comme une merde face à Cara Noir et grâce à moi tu le gardes. Non, non. 1, 2 et 3. Cara Noir. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Tom Laroufa. Il a filmé. Il a filmé le match. C'est dur, désolé. Mais le titre revient à Antoine Bernard. Wow. Mais non. Ensuite, je pars de la Rix quelques mois et tu deviens complètement taré. Tu deviens complotiste, c'est-à-dire il y a un complot contre Antoine Bernard. Je reviens, je t'ouvre les yeux et je te fais comprendre que le problème, c'est tous ces catcheurs étrangers qui prenaient notre spot à la Rix. Les francs-tireurs sont fondés, on devient le plus grand groupe de toute l'histoire du catch français. Je refais de toi une star, la preuve, regarde-toi maintenant. Tu me quittes, tu dégages, tu vas prendre des photos dans les vestiaires avec Jean-Michel et tu ressembles à un clodo. Tu ressembles à tous ces gens autour du ring. Yo les potes, aujourd'hui on se retrouve pour la TLR News numéro 14, toujours accompagné de Basile Labarca, Sylvester Lefort, le bel esprit incarné, Tom Laroufa. Oui, oh oui, avec cette intro, toujours très bel esprit d'Alex, tu me fais rêver mec. Le mec il est super calme jusqu'à ce qu'on commence à filmer, et après boum il balance. Mais bel esprit parce qu'il y a beaucoup de catcheurs qui sont comme ça, notamment moi putain tu vois, c'est genre, remarque en Spartiate les entrées sont assez calmes, mais souvent c'est genre, bah allez c'est parti on y va, boum, et là je sors du rideau. Yo gros, en parlant d'ailleurs de Spartiate, mec, pendant les déjà bel esprit, on reprend les TLR News numéro 14. Oh oui. Alors tu vois, on avait fait 2 semaines sans TLR News, maintenant c'est 3 semaines, bientôt ça sera un mois. Ça sera un mois, ce qui fait que les abonnés vont continuer à descendre, étant donné que depuis que je poste de plus en plus de musique d'IA sur la chaîne, parce que ça me fait taper des barres tout simplement, et certaines sont pas mal quand même, je pense. Non, t'es pas d'accord Alex? Moi, mec, franchement moi celle de la muscu là. Ouais, bel esprit pour la vie. Et le motard. Ouais. Ah, je l'écoute non-stop, oui. Les deux. Ah, mais frérot, elles sont énormes. Mais attends, il y en a 2 ou 3 autres qui arrivent qui sont vraiment pas mal. Et hier, j'ai mis une cover que je voulais faire depuis super longtemps et que j'ai faite depuis 2-3 mois. Hein, de Warriors of the World de Manowar. Elle est énorme. Je l'adore en français. Mais je l'ai pas écouté la dernière fois encore. Après, voilà, à la base, moi j'adore l'original en anglais. J'avais vu qu'il y avait un gars qui avait fait une cover en russe, qui est encore mieux que l'original en anglais. Parce qu'en plus le mec il a réussi à prendre la vraie voix du chanteur américain et tout. Bon moi je suis pas encore assez doué en musique d'IA pour faire ça, pour prendre la voix du chanteur américain et le faire parler français. Enfin je pense c'est pas compliqué, mais il faut payer des abonnements à droite à gauche et ça m'intéresse pas. Ah si, mais je l'ai le truc, je l'avais fait pour Johnny. Oui, mais bon, pour changer les voix. Ouais, après c'était pas très, après voilà c'était, ouais, tu sentais le truc, mais franchement Johnny il était bien fait. Ah, c'était un truc de ouf, là. Bel esprit, c'était bel esprit fin de partie avec Johnny, ultra bel esprit, quoi. Il aurait fallu que je garde juste l'intro de Johnny, quoi. Et, mais bon, bref, non, mais ça plaît pas aux gens parce qu'on perd que des abonnés, quoi, gros. Là, on a dépassé à un moment les 7000, et là, maintenant, boum, on est à 6960, quelque chose comme ça. Donc, il y a 40 personnes qui détestent les musiques d'intelligence artificielle. Bah après, c'est surtout parce qu'ils me voient pas, donc je pense que c'est un peu ça, tu vois.
Voilà, c'est ça, d'une part. Et puis, ouais, non, mais frérot, je pense que en partie ça. Et puis, ouais, et puis après, au final, on reprend enfin les TLR News. Après 3 semaines, je pense que. Alors, d'habitude, on essaye de lutter pour qu'elle fasse moins d'1 heure. Là, elles vont faire. Ah, faire plus d'une heure, je pense. clairement, elle fera plus d'1 heure, ouais. Ouais, et avec cette intro, alors attends, il y avait 2 autres trucs que je voulais dire. Alors pourquoi les trucs de Resident Evil? Parce que déjà, 2 € sur Temu, les petits patchs à coudre, bel esprit, Resident Evil c'est la vie. Jeux vidéo, quand ils ont fait un film, bel esprit. Là, j'ai regardé, mec, 2016, pardon, 2026, je suis encore dans le passé moi. 2026, j'ai jamais eu autant de films en début d'année que je me suis dit putain, il faut que j'aille les voir. Autant 2025, j'ai dû aller au cinéma peut-être qu'une seule fois. Là, il y en a au moins 3 ou 4 sur certains, je me dis il faut que j'aille les voir. Ah bah déjà, oui, moi il y en a 2 sûrs déjà. Street Fighter, C'est lesquels? Mortal Kombat. Ouais. Ah putain, 5, ouais, voilà, maintenant il y en a 5. Ouais, il y en a 5. Après, il Mortal y a Kombat, je les ai après. ce que tu m'as dit là, de Spielberg. Ouais, Disclosure Day, donc ça Ouais. fait 3. Il y a l'Odyssée, énorme. Putain, Énorme. l'Odyssée, ouais. Ah, Et après, mec, j'ai eu peur, la bande-annonce, j'ai eu peur un peu. Mais. Ouais, mais quoi, avec le casque de Gargamel? Ouais, j'irai le voir quand même, tu vois. Ouais, mec, frérot, t'inquiète pas, ça va être Ouais, un truc de ouais, ouf. ouais. Et parce qu'en fait, ça me fait rêver. Enfin bon, alors, bah, tu vois, parlons intro et parlons cinéma. Alors, attends, je vais rajouter un chapitre. Cinéma, allez hop, cinéma, boum. On est à 4 minutes, allez. 4 minutes. Bon, bref. Les gens ils se plaignent de Just Street Fighter. Alors je vois que des shorts sur YouTube, des gens qui se plaignent de Street Fighter. Ouais, Monsieur Bison il est trop mince. Ouais, la coupe de guide elle est ridicule. Ouais, Vega il a l'air d'être homosexuel. Yo les amis, attendez de voir le film avant de dire ça. Et même tu veux que je te dise un truc que j'ai pensé et je suis sûr que j'ai pas tort. Je suis sûr que Street Fighter le film va prendre place dans les années 90. Bah. Attends. Ce qui serait logique, mec. Ouais, Déjà, le jeu est sorti dans les années 90, et si tu fais que Zangief, c'est un soviétique. Oui, logique. Ouais. Tu peux pas avoir un soviétique dans les années 2025. Ouais, mais je sais. Je suis en train de réfléchir, voir dans la bande-annonce si il me semble qu'on voit une rue. Et c'était. Il me semble que c'était récent, non? Ouais, il faut que je la regarde. Ouais, Mais il faut regarder. c'est vrai que dans le script, c'est un soviétique. C'est ça, soviétique, le jeu est dans les années 90. Ouais. Frérot, si tu veux vraiment rester fidèle au jeu, tu le fais être place dans les années, début 90. Et ça serait énorme, parce que là, tout de suite, ça retirait le côté, comment dire, on va être trop réaliste. Non, c'est bon, t'es dans le passé, c'est une adaptation du jeu vidéo. Tu peux avoir plein de possibilités différentes. Et c'est l'image que tu m'as envoyée tirée de la story de Rhodes aujourd'hui, bel esprit. Le mec, ça va, la coupe, quand tu la vois de profil, elle est mieux que de face, c'est vrai. Bien sûr, mais en plus, quand tu vas voir Street Fighter, tu vas avoir est-ce que tu vas avoir un film réaliste? Mais t'en bats les couilles, les mecs, Exactement. ils envoient des Hadoken. Qu'est-ce qu'ils font? De quoi pourquoi ils se plaignent? Frérot, ils pètent des bagnoles avec des coups de pied, quoi. C'est clair, regarde Mortal Kombat, le dernier film qui est sorti en 2022. Ouais. Il a bien marché au cinéma et les gens ils ont pas dit c'est pas ça. réel. Pourtant t'avais un mec avec 4 bras, t'as plein de mecs avec des super pouvoirs. Je comprends pas. Je comprends pas ce truc là sur Street Fighter. Bah, c'est peut-être pour faire des vues, faire les gens on n'est pas content, on critique et tout d'une part. Et deuxièmement, c'était le truc, c'est avec le budget qu'ils ont, je pense pas qu'ils vont prendre le risque de faire un Guile qui ressemble à rien. Je pense qu'ils ont fait des dizaines et des dizaines de tests de coupe de cheveux et enfin allez, celle-là c'est la meilleure. Les gens, des fois, t'as l'impression sur Internet, ils réfléchissent pas. Mais bon, peu importe, on verra. Et en fait, t'as le droit d'avoir ton avis tant qu'il est exprimé convenablement. Et justement, ça me fait penser à la dernière news de la vidéo, la vignette d'Elio Lefleur, mais ça, on verra en temps voulu. Et juste pour revenir pour le truc de l'Odyssée et parler de réalisme, ça fait rêver les mecs qui sont là à dire oui, mais le casque d'Agamemnon, c'est pas vraiment ça. Et puis même les tenues des Grecs, c'est pas comme ça et tout à l'époque. Frérot, tu parles d'un film où il y a un cyclope dedans. Ouais, mais est-ce que c'était en plus à la base, c'est un truc, tu sais. Ouais, c'est mythologique. C'est comme quand tu me dis, tu vas voir le film Hercule. Ouais, c'est pas réel. Ben, tu l'as vu, toi, Hercule? Est-ce que tu sais que ça existait, Hercule? Attention, Alex. Alors, attention, parce que tu parles au gros complotiste que je suis, même si aujourd'hui, les complotistes, on entend plutôt ce terme. On entend plus trop complotiste, maintenant, tu sais, que ce soit dans les news ou quoi. C'est parce qu'au final, ils se rendent compte que c'est limite un compliment. Et, tu sais, Hercule, d'accord? Hercule, c'est grec. Non, Héraclès, c'est grec, Hercule, c'est romain, attention, enfin, c'est l'équivalent, on va dire, occidental d'Héraclès, et à Sumer, enfin en Mésopotamie, Héraclès, Hercule, c'était Gilgamesh, plus ou moins.
Tu regardes l'histoire de Gilgamesh, Ouais, l'épique de Gilgamesh, c'est quasiment Hercule. Le mec, d'ailleurs, les statues de Gilgamesh, tu le vois avec un lion dans les bras, qui est un peu le lion de Némée que Hercule a maîtrisé. Donc, pourquoi je dis on n'est pas sûr? À un moment où c'était Wikileaks, Wikileaks, ils avaient publié une liste d'emails d'Hillary Clinton. Je sais pas, ils avaient hacké sa boîte email ou un truc comme ça. Et dans un de ces emails, je te jure, mais tu peux regarder, tout est shoot vrai. Hein. Dans un de ces emails, le titre était localisation de la tombe de Gilgamesh. Dans la boîte email d'Hillary Clinton. Donc frérot, ultra bel esprit, j'ai envie de te dire. Et donc c'est ça, donc tu vois, ça, enfin, bon, après je dis pas que Hercule ou Gilgamesh ont existé, mais mec, non, mais je disais pas ça non plus, mais en fait c'est les gens, c'est comme si, c'est la même chose si tu me faisais un film dans les années 30 et que le mec te dit c'est pas réaliste. Mais gros, enfin bon, après les années 30 c'est beaucoup plus documenté quand même que des trucs qui sont arrivés, mais tu vois, j'ai dit, pourquoi enfin, qu'est-ce qui te permet de dire c'est pas réel? Tu étais, t'as lu des livres, tu t'es documenté. Là, c'est juste des mecs qui disent, c'est juste du bullshit pour rien, quoi, gratuit, quoi. C'est ça, en fait, c'est exactement, et je pense qu'Internet, c'est beaucoup ça, c'est les gens, ils se plaignent et ils. Voilà, enfin, peu importe. Dans tous les cas, 2026, j'allais dire 2016 encore, 2026, Odyssey, Street Fighter, Mortal Kombat, Disclosure Day et Avengers 4 ou 5, Doomsday. Doomsday, ouais. Qui sort, je crois, juste avant Noël. Avant Noël de 2026. Ouais, ça va être blindé 2026 niveau cinéma. Oh, oui, tout comme cette TLR News qui est blindée en news. Attends, je crois que je voulais dire je crois que t'as oublié quelque chose, Tom, tes actualités in-ring. Exactement, et oui, la vidéo que vous avez vue avant, oh oui, demain. Demain, alors je sais pas quand la vidéo sera officiellement, on va dire, publiée, mais pour jeudi 8 janvier, exceptionnellement, un show Rix où c'est un truc de ouf, tu vois. Le catch français, j'ai envie de te dire, des fois c'est incroyable ce qu'on fait. Mec, t'as une storyline qui s'est construite sur 8 ans quasiment. Bon, je dis pas que c'était prévu depuis le début, hein, mais bel esprit, ultra bel esprit. Je pense pas qu'il y a beaucoup d'indies où tu vois des storylines comme ça construites sur 8 ans. Quoi. Bel esprit. Franchement, Rick, ça me donne vraiment grave envie de venir. Déjà, la dernière fois, j'avais essayé de venir, mais j'avais eu l'avion. Ouais. L'avion, ça concordait pas au niveau des dates. Mais il faut vraiment que je vienne voir Rick, ça a l'air super. Ouais, cool. Ça vaut le coup, parce que la production est vraiment bien. Et là, par contre, frérot, tu sais quoi, si tu veux venir, il y a un gros show qui se prépare à Rick's Banger Zone. C'est en mi-mars. Okay. 14 mars à Dreux. Ok. Avec Minoru Suzuki, ils ont déjà annoncé. Donc, franchement, ça pourrait être vraiment bel esprit. Faudrait que je regarde ça, ouais. Yes, sir. Pour s'organiser ça. Donc voilà, cinéma et actu. Ah, bel esprit. On passe à la première news. On passe à la première news. Arn Anderson affirme être terrifié par le style pratiqué sur le ring dans le catch moderne et aimerait que les talents lèvent le pied afin d'éviter les blessures. Ça retourne un petit peu à ce qu'on avait dit. Je crois qu'on en avait déjà parlé un petit peu dans les news précédentes. Alors, il a dit. Mais frérot, attends, frérot, mec. Tu sais très bien que maintenant sur les TLR News, on annonce le futur, quoi. On prédit le futur. Il suffit qu'on parle d'un truc pour que ça soit dans l'actualité. Alors attends, tu sais quoi, je vais déjà. Vas-y. Voilà, je viens d'arrêter. J'ai enregistré l'intro parce qu'on a parlé un petit peu de complot. Bon, ça va, on n'a pas parlé de Reptos encore, mais on risque de se faire couper. Ça va venir, frérot. T'inquiète pas. Donc, Anderson. Je suis à fond dessus sur les Reptos. C'est dans quoi Je vois, j'ai de plus en plus de réels qui en parlent sur Instagram. Oh oui. Bel esprit. Anderson, il a dit: je suis terrifié, j'ai énormément de respect pour les catcheurs et les catcheuses d'aujourd'hui, mais je suis mort de peur parce que je vois sur le ring tout ce qu'ils font en arrière, les German suplex par exemple, tu ne peux te protéger le cou. Je déteste ça. Les prises à travers les tables, ce sont des choses très dangereuses. Regardez-moi, je suis abîmé de partout et pourtant je n'ai pas fait tout ça. Oui. Alors je m'inquiète vraiment pour les futurs catcheurs et pour les nouveaux talents. Et il a dit, alors il a posé une bonne question à la fin. Je pense que c'est là où tu voudras. À la fin. T'arrives à le dire sans le G. À la fin. Voilà. Ouais, mais ça c'est les Parisiens, ça, à la fin. Je vais dire, je suis pas parisien, mais bon. Allez, tu veux, à la fin. À la fin. Alors il a dit. Ouais, à la fin. Il a dit,
Si les catcheurs réduisaient l'intensité, est-ce que vous arrêtez de les regarder? Et c'est là où tu vois, je me dis, tu vois, j'aimerais bien avoir l'avis de mon pote Tom parce que je me dis, Wesh. un match de catch, tu vois, ça se construit. Ah. Et t'as pas forcément besoin de faire 10 switch and music, 14 moonsault pour pouvoir garder le public dans le match. Donc je veux Regarde. savoir qu'est-ce que t'en dis, Tom. Alors, déjà, je pense que c'était. Bon, on va faire les chapitres. Hein. Je crois que je les avais pas fait sur celle de Sina, mais il y a 3 semaines. Mais là, on va faire les chapitres. Mais en fait, tous les chapitres vont être liés. Déjà, regarde. Alors, avant de répondre à ça, c'est cette news, enfin, cet avis d'Arn Anderson fait écho à une déclaration de Regal récemment. Tout à fait. Tu l'as ça aussi ou quoi? Je l'ai. William Regal prend position contre les récentes multiplications des chutes violentes sur la nuque. Regal pensait que les choses allaient changer après la mort de Mitsuharu Misawa sur les rings en Mitsuharu 2009. Misawa, Mais selon lui, la situation empire. Il veut que les jeunes catcheurs comprennent que même si ça ne fait pas mal sur le moment, les conséquences finiront par arriver. Oh oui, oh oui. Voilà, c'est ce qu'il a déclaré. Absolument, sur Twitter. Et alors, regarde, bon, alors donc là, on va lier les deux et je vais aussi répondre à ta question et ça va renvoyer à un truc sur Steve Austin un peu plus loin, mais ça, on en reparlera après. Le truc, alors, déjà, on va revenir sur Arn Anderson qui dit il est flingué de partout alors qu'il n'a jamais fait ce style de catch. Ok, d'accord. Après, faut pas oublier que les rings qu'il lui avait à l'époque, c'était beaucoup plus dur. J'imagine. Voilà, ça, il faut le comprendre. Moi, tu sais, j'ai catché sur énormément de rings différents, notamment des rings de boxe, ça m'est arrivé, notamment sur des shows de boxe où on faisait des démos de catch. Et si le ring est bon, tu peux te permettre de chuter sur la nuque. Mais je parle sur l'arrière de la nuque, tu sais, sur le haut des épaules. Faire une chute arrière très haute, ça tu peux. Ça va, tu n'auras pas trop de courbatures le long. Hein. Après, les spikes, où tu tombes la tête la première, boum, comme comment il s'appelle, le proto superstar, là, enfin, que l'Australien à la EW qu'ils adorent, le grand, en rose. Tu vois que c'est celui en rose, fuck son nom, j'ai oublié. Qui a pris une prise de John Moxley, là, il est tombé sur la nuque de la deuxième corde, t'as pas vu? C'est le proto superstar. Qui s'appelait comment? Il est dans la Don Callis Family. Et il se tape Sky Blue, je crois. C'est pas, je crois, c'était. C'est pas un nom d'actrice porno, ça, Sky Blue? Non, c'est la petite meuf là qui fait des squats. Voilà, Kyle Fletcher, oui, Kyle Fletcher. Putain. Kyle Fletcher, voilà, Kyle Fletcher, voilà. T'as pas vu sa prise si. Ah, mais tu sais qu'il est pas. Moi, j'aime bien lui. Il est pas mal, non, mais Kyle Fletcher, il est impressionnant. Mais alors en vrai, Kyle Fletcher, putain, quand je l'ai vu cet été à Chicago, le mec il te fait 1m92 facile. Ah ouais? Il est grand. Ah ouais, non, il dépasse le 1m90 sur certains. J'ai vraiment du mal avec les. Mais après, ça dépend, parce que ça dépend des physiques. Lui, comme il est alors il est caisse, mais relativement mince, comparé à un Batista, il a pas l'air si grand, mais putain, tu vois en vrai, tu fais, ah ouais, faut quand même, frère. T'es au moins 6'3, 6'4. Hein. Après, non, mais 6'3, 6'4. Ouais, mais après, le problème, dans le sens, c'est que dans la Don Callis Family, il y a que des grands. Ouais. Okada, il doit faire 1m95. Il y a que des grands. Ouais, donc bref, lui il fait pas si grand, mais il fait un bon 1m92 facile. J'aime beaucoup. C'est vrai que j'ai encore du mal, excuse-moi Tom, avec les prénoms AEW, mais quand je mets une image dessus, mec, j'aime beaucoup. Oh, moi non plus, mais pareil, mais moi je plaide coupable, j'avais oublié, c'est parce que ça fait super longtemps que j'ai pas regardé la AEW malheureusement. Mais par contre, alors je suis totalement d'accord avec Regal et Arn Anderson, parce que mec, tu peux pas. Tu sais, regarde, et là je vais te dire pourquoi. D'ailleurs, je voulais le dire en intro. Pendant les vacances là de Noël, j'ai fait 14 TLRAM, d'accord. J'ai fini tous mes matchs WS. Je suis trop content. J'ai fini tous mes matchs WS. En tout, j'ai fait 76 TLRAM, analyse de match, et je vois le style que j'avais à l'époque, d'accord. Et alors. Moi ça va, yo frérot, je suis en assez bon état, hein, même si j'ai eu pas mal de douleurs au cou, de blessures au dos, blessures aux jambes, 2 opérations du genou. Là, ce qui me fait le plus chier, mec, j'ai fait IRM, j'ai mon coude, arthrose de ouf, je peux pas le prendre, je peux pas le plier. Et alors ouais, hier j'ai vu le chirurgien orthopédique. Bon, grosso modo, il me dit, yo, si on opère, t'es out pendant 5 ou 6 mois, tu vois. Donc est-ce que ça vaut le coup vraiment de le faire pour nettoyer l'articulation? Moi je fais écoute, je peux toujours m'entraîner et faire du catch, donc bel esprit, allez, on continue, mais voilà quoi. Tout ça pour dire. J'ai jamais vraiment eu un style de catch de ouf quand même. Alors oui, j'ai fait beaucoup de splash dans ma carrière. En fait, le truc, je pense que ce qui m'a flingué le coude, c'est tout simplement chaque fois, de bosser à gauche, de faire les clés de bras à gauche, les torsions de bras. Il suffit et ça arrive souvent que des petits cons te tordent un peu trop le bras. Et ben allez, le lendemain, t'as des courbatures, plus la muscu, tout ça. Yo, j'ai pas un coup de foutu, mais presque.
Après, tu faisais beaucoup de splash, je crois, à l'époque, là aussi, quand même. Oui, Enfin, en plus, toi, voilà. tu faisais le splash avec les coups de devant, je crois. Non? Comme Ah ça, oui, enfin, il faut. Ouais, il faut. Enfin, après, alors, il faut. je sais pas. Il y en a Pourquoi? Parce qu'il y en a, ils le font sur les mains. Non, mais il y en a, Ouais. non, mais il y en a, genre, par exemple, le 5 star, il tombe sur les abdos. Non, frérot, t'as amorti toujours avec les genoux et les coudes. C'est le splash, c'est ça qui te flingue. D'ailleurs, plus les genoux que les coudes, Non, mais d'ailleurs. il tape les coudes après. Toi, tu tapais les coudes en premier. Non, alors, frérot, le mec qui me tape avec les abdos en premier, il tue le gars, en fait. T'es obligé d'atterrir avec. Regarde Van Damme, tu verras tous ces frog splash, il arrive sur le. Non. Alors, non, fuck, mec, non, Ah franchement, ouais, je te le dis. ouais, Des trucs. Ouais, peut-être, ou alors c'est parce que je le vois mal. C'est qu'il le fait bien. Ouais, Non, c'est qu'il le fait bien, alors c'est qu'il le fait très bien. Mais en fait, je te le dis tout de suite. Une fois que tu auras pratiqué des splashs, j'allais dire, dans un ring de catch ou lors d'un stage, tu verras que tout. Attends, je remplace les oreillers sous mon cul. Hop. Tu capteras direct que pour sauver un mec, pour pas le tuer lors d'un splash, t'es obligé d'atterrir sur les genoux et sur les coudes. C'est la base. Et donc, plus que les coudes, c'est les genoux qui prennent sur un splash. C'est pour ça que j'en fais plus. Alors non, alors déjà, j'en fais plus par rapport à mes genoux, mes deux opérations. Déjà parce que t'es jamais sûr que le ring est bon. Surtout, alors des fois il est bon sur la chute arrière, mais il est peut-être moins bon sur les trucs de la troisième corde. Ça c'est le premier truc. Ensuite, comme j'ai eu pas mal de problèmes de cou aussi, dès que j'atterris sur les coudes, ça envoie des vibrations dans les cervicales, et t'en arrives à un point où tu te dis bon fuck, je vais catcher devant 300 personnes. Sur la carte il va y avoir plein de petits jeunes qui vont faire 50 000 splash et des 450 et des shooting star press. Est-ce que j'ai besoin d'un splash dans mon match, tu vois? Donc, si c'est encore plus pour me flinguer le cou et être out, enfin pas être out, mais avoir mal au cou pendant 3 semaines sur juste un splash, tu vois, à 41 ans, tu vois, bientôt 42. Donc le truc, tu vois, je comprends totalement à la fois Regal et Arn Anderson. Et bon, alors après, je sais pas s'il y a des jeunes catcheurs qui regardent ces vidéos, mais ils ont totalement raison. Arrêtez de prendre des risques de ouf. Et là, par exemple, parce que tu disais, donc, Arn Anderson qui dit à la fin, est-ce que si les catcheurs ralentis, vous les regarderiez toujours? Ben, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Les meilleurs, 2 choses, même 3 choses. D'ailleurs, encore une fois, tout est lié, frérot. Le truc, c'est que, regarde, Steve Austin, il a dit dans l'interview avec Chris Van Vliet, là, qu'on parlait tout à l'heure avant, et qu'il faut à tout prix que je regarde, il a dit, à un moment, la question de Chris Van Vliet, c'est, est-ce que tu as un conseil pour les jeunes catcheurs aujourd'hui? Austin, il réfléchit, il fait, sell. Just fucking sell. Vendez. Parce que pourquoi? Le truc, c'est, si tu fais une belle action, te relève pas direct pour en faire une autre derrière. Laisse digérer à la foule. Laisse supposer à la foule que l'action t'a été dévastatrice. Comme ça, non seulement t'économises ton corps, tu racontes une meilleure histoire et les gens connectent un peu plus à ce que tu fais et t'as pas besoin de te tuer derrière à faire des plongeons sur la tête à l'extérieur du ring. C'est la base. Et si tu regardes bien, encore une fois, les meilleurs films du ciné, c'est pas les films où il y a le plus de scènes d'action. C'est les films où il y a une meilleure histoire. Et une histoire, pour qu'elle connecte au cinéma, tu prends ton temps, il faut, elle est bien construite, elle est bien racontée, elle est crédible et réaliste, mais surtout, t'as le temps de la digérer, tu vois. Regarde bon après, oui, c'est un mauvais exemple, j'allais dire le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, où il y a plein d'effets spéciaux, mais c'est pas non plus comme s'il y a des explosions à chaque scène. Oui. T'as des plans larges, t'as des magnifiques prises de vue, t'as des personnages très bien développés, et voilà, quoi. Mais bon, on peut prendre Seigneur des Anneaux, on peut prendre plein d'autres films. Le silence, le Seigneur des Anneaux et le silence des agneaux. D'accord? Silence des agneaux. Bon, moi je l'ai vu qu'une ou 2 fois, je sais même plus, mais bon, je m'en souviens plus très bien. Mais tout le monde dit c'est un chef du ciné. Il y a aucun effet spécial dedans. Ouais. Non, mais c'est totalement vrai. Hein. Enfin, Après, ça, tu connais ma position là-dessus. C'est ce qui me rebutait un petit peu de regarder la AEW parce que je savais que c'était. Enfin, ça avait une réputation de faire odeur. Que ça. C'est ça, une odeur un peu. Un relent. Après, alors oui, mais pas dans tous les matchs, d'une part. Exactement. Pas dans tous les matchs. C'est ça. Et je voulais dire un autre truc, tu vois, c'est marrant. Je redis qu'on en reparle parce qu'en plus, on a évoqué l'idée et on a parlé de Steve Austin qui faisait juste en mousser Bret Hart en disant que Bret Hart, lui, tu le regardes, il vend. Et c'est vrai que quand tu regardes Bret Hart catcher, t'as l'impression qu'il est KO. Milieu du match, il est déjà KO. Et c'est bel esprit. Et donc, on a évoqué l'idée de faire enfin finalement les analyses de classiques. Parce que vu qu'en plus maintenant j'ai fini toutes mes analyses de match WS, je suis trop content, je le redis. Hein. J'avais pas mon disque dur, mais un dossier rempli de matchs WS. Et là, elles ont toutes été faites. Oh oui, bel esprit, et je pense très sincèrement qu'on va se mettre d'accord, on va se fixer un petit moment et on va commencer les analyses de classiques avec quel match, Alex? Quel match? Bret Hart contre je sais plus, Steve Austin, non?
Exactement, WrestleMania 13. WrestleMania 13. Exactement. Parce que ce match-là, je l'ai regardé il y a pas longtemps, il y a quelques mois, 6 ou 7 mois, et je me suis rendu compte que c'est une œuvre d'art de storytelling. Ah, moi, je me suis pas ramassé, je dis exprès. Je l'ai Eh pas bien, c'est regardé. parfait, tu as totalement raison, parce que quand on le fera, on replacera ça dans son contexte de l'époque, la storyline qu'il y avait en cours entre Bret Hart et Steve Austin, et c'est un chef-d'œuvre de storytelling, parce que dans ce match, ils ont réussi à faire switcher les deux. Austin passe face et Bret Hart passe heel en un seul match. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf d'être capable de faire ça. Et tout ça à travers les prises qu'ils font. Et ils ne prennent aucun gros risque. Et c'est ça qui est magnifique. Il n'y a pas shooting press ou de... Non, mais c'est que non, mais chaque voilà, tournant du match est c'est important. pour vous dire qu'il n'y a pas besoin de faire des saltos horaires pour vendre un match et surtout pour garder le public Et quand bien même, et regarde, quand bien même, allez, d'accord, tu vas tout prix faire un shooting star press parce que t'es capable de le faire, il est magnifique. Ça, d'accord, fais-le, mais fais-en qu'un seul et fais-le à la fin du match. Ouais. Fais-le quand c'est important, quand les gens, waouh, et qu'il n'y a rien d'autre qui va le surpasser. Moi, c'est le truc que m'avait dit Flash Gordon à l'époque, tu sais, j'avais le super kick qui claquait de ouf et qui était superbe et qui rendait super bien, que chaque fois que je le portais, les gens, waouh, putain, il a tué et tout. Et en fait, moi, je m'amusais à le faire au milieu du match, en premier faux finish et tout. Et Flash, il me dit, hey, tu sais ton truc là, de la claque sur la cuisse? Et moi, je fais, fais-le en dernier. Et moi, je fais, ouais, t'es sûr? Enfin, je vais pas dire t'es sûr à un mec comme Flash Gordon, hein. Mais je fais, ouais, et il me dit, parce qu'en fait, ça rend super bien, mais si tu le fais une ou deux fois dans le match, les gens après, ils captent le truc, et ça a plus l'impact que ça a. Je fais, ok, d'accord, je l'ai écouté. Et mec, je l'ai appliqué dans les matchs d'après, et je fais, putain, en fait, il a totalement raison, le gars. Tu le fais juste à la fin, bam, ça claque comme un coup de feu, et les gens, waouh! Et le temps qu'ils redescendent, genre, putain, qu'est-ce qui vient de se passer? 1, 2, 3, le match est fini, waouh, putain, ils sont scotchés. Et je dis ça, j'en ai des frissons, parce que c'est ça le catch. Idem pour les plongeons. Alors, je sais que maintenant, aujourd'hui, le style de catch, alors, comme dit Arn Anderson et William Regal, les plongeons, tu les fais avant la coupure pub, tu les fais au premier tiers du match, ou au milieu du match. Mais c'est de la merde. Putain, un plongeon, tu le fais juste avant le finish. C'est un truc que j'avais fait avec pas mal de voltigeurs. Au bout d'un moment, je fais non, mais mec, c'était un plongeon et je suis en plus censé te rattraper et risquer de te prendre ton corps sur ma tête. Non, on le fait juste à la fin du match avant le finish. Parce que c'est logique. Quand tu fais un plongeon, tu mets ton corps en jeu pour sauter par-dessus les cordes et risquer de t'exploser sur le bord le sol de la salle. Excuse-moi, mais ça, c'est le plus gros risque que tu vas prendre de tout le match. Ouais. C'est encore plus risqué dans l'histoire du match qu'un marteau-pilon. Donc bon, si tu fais pas à la fin du match, genre pour le clou du spectacle, c'est que t'as rien compris à comment raconter une histoire et comment mettre en place les prises dans un film ou dans un match de catch. Voilà. Ah, bel esprit. Après, oui, il y a faux finish. Il y a des beaux faux finish. Comme dans toute cette période-là, Bret Hart, et il y a les faux finish où les mecs ils font vite et ils te calent une petite finisher, un petit spear au milieu et ça se relève au bout de fin. Là, regarde, ça c'est le genre de truc que je dis en général en stage ou à TPW Legacy. D'ailleurs, ils sont en train de finir la Tigers Pro Wrestling, le montage de Legacy, mec, tu vas adorer. Hein. Quand ça sera posté, tu vas kiffer. Mais ils le mettent sur YouTube, ça, ou sur TPW? Ouais, je pense qu'ils vont le mettre sur YouTube, mais c'est énorme parce que là, la dernière émission. Ouais, t'inquiète. Et avec Eddie Caraoui et Pierre Bouster-Fontaine et moi en juge, mec, c'est parti en couille. C'est parti en couille à un moment. Il y a un petit gars, je l'ai remis en place, j'ai fait, oh frérot, redescends, d'accord? Who's my name? Tu verras. Eh mec, je t'enverrai la vidéo sur WhatsApp, tu verras pour un petit aperçu. Mais de toute façon, ils vont en faire un teaser, je pense. Et tout ça pour dire. Donc en fait, le truc c'est. Attends, pourquoi je disais ça? C'était. On disait quoi juste avant? Parce que j'ai commencé à parler de Legacy. Les faux finish, je disais. Oui, c'est ça. Voilà, c'est les conseils que je donne en stage quoi. Ce qui fait un bon faux finish, c'est pas la prise, c'est l'émotion de la foule qui est impliquée dedans. Ah, le moment. Ouais. Ce qui fait un faux finish, c'est que la foule croit que c'est le finish. Alors oui, tu peux les faire plonger en leur faisant croire, en faisant que c'est le finish avec une superbe prise, mais pas forcément. Tu peux faire une séquence d'action où tu sais un finish qui est contré. La WWE, ils sont très bons à ça, c'est que le mec il tisse son finish, il va pour le faire, et là boum derrière un roll point, tout wow, kick out. Le truc qui fait un faux finish, c'est d'augmenter l'émotion de la foule pour direct après derrière finish ou pas, tu vois. Et c'est ça un faux finish. T'as pas besoin de chuter sur la nuque pour faire un faux finish. Alors oui, des fois, entre guillemets, encore une fois, ça aide, mais il faut le faire une ou deux fois. Tu vas pas le faire à chaque faux finish, 5 prises et une chute sur la nuque, ça c'est de la merde, c'est que tu sais pas catcher. T'es juste un spot monkey, comme disait Austin, une danseuse, mais ça on le verra dans la news d'Austin. Et donc voilà, quoi. Donc ouais, non, frérot, pour cette news, totalement, comme toi, de façon totalement d'accord avec Regal, et surtout pour le bien des catcheurs. Ouais. Parce que comme Regal le dit, sur le moment, ça fait pas mal. Combien de fois, moi, j'ai pris des prises de ouf, j'ai eu des mauvais coups, que sur le moment, j'ai pas ressenti, mais par contre, j'ai ressenti 5 ans après, tu vois, 5 ans après,
après 2 mois, après. Ça m'est arrivé plein de fois. Par exemple, ne serait-ce qu'un body slam à l'extérieur du ring, je me souviens clairement. Tiens, un autre exemple, tu vois. C'était la première nuit du catch. Mais t'y étais en plus, mec. Attention, à un moment, Fabio, il me fait un body slam sur. J'étais pas, j'étais à la 2, moi. Attends. Mais je crois que j'ai vu les C'était pas la vidéos. première? Et non, j'étais à la 2. À la nuit du catch. Putain. Attends, mais Parce que Fabio, il était blessé. Il était blessé, ça. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, c'était à la première. À la première, Fabio, il me fait un body slam sur les estrades qu'on avait pour marcher vers le ring, qui sont dures. Ah, mais c'est. Oh putain. Ouais, je vois, ouais. Elles sont ultra dures. D'accord. Ouais, mais en fait, j'ai presque envie de dire c'était prévu. Je me suis dit, vas-y, fais-moi un body slam là, ça fera mousser et tout. Mec, je l'ai regretté toute la soirée, ce body slam. Parce qu'en fait, c'est le seul truc du match qui m'a vraiment fait mal. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun rebond. T'as tout le corps qui atterrit. Et si t'atterris pas sensiblement à plat, là, tu vois, par exemple, je suis atterri sur le côté de la hanche et le bas du dos. Donc, j'ai tout le bas du dos qui a pris. À l'époque, j'étais à 95 kilos, tu vois. D'ailleurs, je suis à 90 quasiment. Donc, bel esprit à où. Et en fait, c'est ça. Et après coup, tu regrettes parce que tu sais, j'ai eu mal pendant. Le lendemain, j'avais super mal au dos. J'ai boité pendant 1 ou 2 jours. J'ai eu mal au bas du dos pendant 2-3 semaines. Et au final, tu te dis, putain, tu sais pourquoi pour un putain de body slam à l'extérieur du ring on aurait pu faire au milieu du ring, c'était le même résultat, tu vois. Ouais. Ou alors, tu mourrais. Le mec, il m'envoyait dans le poteau. Je me prenais la tête la première dans le poteau. C'était exactement le même résultat. Et ça, le problème, c'est que surtout avec l'âge et les années, et 20 ans de catch comme moi, ça s'accumule. Et après, voilà, c'est comme hier, j'ai fait 20 minutes de cardio sur le tapis roulant et j'ai couru pendant 5-10 minutes. Aujourd'hui, je suis pas à l'arrêt pas à l'article de la mort, mais presque. Il y avait le même exemple à la nuit du catch 2 aussi. T'es arrivé, je vais pas dire qu'est-ce qui t'est arrivé, mais il t'est arrivé autre chose, et devant moi en plus. Et le lendemain, quand on s'est revu le lendemain matin, t'avais bien mal, hein. Oui, parce que le coude. T'avais le coude tout gonflé. T'avais un troisième coude. Je me demande si c'était pas celui-là d'ailleurs. Attends, fais voir. C'était quoi ? C'était un powerbomb ? Qu'est-ce que c'était ? Je sais plus. C'était un powerbomb, ouais. Un powerbomb sur la table ? Non, c'est pas une souplesse. Non, un body slam. Body slam. Alors attends, si je me souviens de la scène. Hein, donc là, si c'était, hop. Ouais, je crois bien que c'était ce coup-là. Hein. Oh, je sais plus, enfin un des deux quoi. Attends, pour moi c'était bras gauche, parce que t'étais à ma droite et quand on parlait, tu me montrais le bras gauche. Ouais, bah c'est ça, c'est le bras gauche. Bah, parfait, c'est exactement ça, le bras gauche qui me fait mal. C'est peut-être, ça a participé, tu vois. Ouais, c'est peut-être ça. Hein. Ça a participé, mais totalement. Et le truc, c'est, en fait, ce qui s'était passé ce jour-là, c'est que je passais à travers une table que Beast, Guillaume Lepers avait amené. Et en fait, la table, elle était super cool, tu vois, elle était molle. Mais le problème, c'est qu'il y avait des petits trucs en métal sur les côtés qui maintenaient l'articulation. Et en fait, je suis tombé. Alors oui, je passe à travers la table, nickel, ça a amorti le choc. Pas trop mal, mais le coude, la pointe du coude, et je crois pas que, même si j'avais des coudières, mais même la coudière était assez fine, la pointe du coude a tombé pile poil sur la tranche de la barre en métal qui maintenait la table pliée, quoi. Et fuck, j'ai fait, ouah, l'enculé! Pile poil dans la pointe du coude, oh là là, j'ai eu mal de ouf, c'était gonflé le lendemain, et j'ai eu mal pendant 2-3 semaines, quoi. Ouais, c'était bien gonflé. Rien que le lendemain matin déjà, c'était bien gonflé. Ouais. Et ouais. Mais bon, c'est comme ça, c'est les risques. Hein. Du catch. Belle expérience. C'est ça. Oh oui. Et donc c'est pour ça que les mecs, attends, ouais, très rapidement, les mecs comme Regal et comme Arn Anderson, s'ils parlent, écoutez-les, les amis, écoutez-les. Parce qu'il y en a, ils vont quand même faire oui, mais non, c'est des vieux, ils savent pas de quoi ils parlent. Frérot, on en reparle dans 15 ans, d'accord ? Ouais, si tu chutes sur la nuque tous les matchs, on en reparle dans 15 ans. C'est clair. Après, puis pour finir, il y a plein d'exemples hein, de malheureusement de catcheurs qui sont cassés, les pauvres. Parce que pour ceux qui savent pas, vite fait, on termine là-dessus, malheureusement, mais respect à lui et paix à son âme. Mitsuharu Misawa que mentionne William Regal, c'était une légende japonaise qui est morte dans le ring. Crise cardiaque dans le ring. Pourquoi ? Parce qu'à force de chuter sur la nuque, il a pris la chute de trop au plein milieu du ring. Le mec, il tombe, il se relève pas, il commence à devenir bleu au milieu du ring et il est mort dans le ring, le gars. C'était hallucinant ce moment. Et d'ailleurs, Chris Hero et Doug Williams, c'était dans les vestiaires. J'en ai parlé avec eux. Ils me disaient c'était surréel, quoi. D'un coup, on a entendu la foule qui a arrêté de respirer. On est tous sortis pour regarder ce qui se passait. On voyait que Mitsuharu Misawa il était en train de devenir bleu dans le ring, quoi. Et c'est une légende, le mec. Hein. C'était vraiment littéralement une légende. Hein. C'était un Bret Hart du catch japonais, facile. Hein. D'ailleurs, il avait catché contre Bret Hart en tant que Tiger Mask numéro 2. Excellent match d'ailleurs. Qu'on fera peut-être dans TLR classique. Non, ça sera pas TLR classique. Je sais pas, ça sera, je sais pas quoi. Mais disons, je pense qu'on aura moins de chances de se faire copyrighter. Ouais, peut-être avec la All Japan. Ouais, c'est surtout ça qu'il faut qu'on regarde pour. Non, mais ça, je pense pas qu'ils vont.
striker la vidéo. C'est juste que ça a pas monétisé, mais c'est pas grave. Ah, franchement, je suis très curieux de le faire et de voir surtout si, les amis, ça ramène tous mes abonnés qui sont des abonnés. Ah ouh, bel esprit. Troisième news, Tom. Chris Jericho, sir. bien sûr, on fait que parler de lui, tout le monde parle de lui, qui devrait faire son retour à la WWE. Puisque vous savez que le contrat de Chris Jericho à l'AEW a expiré le 31 décembre et il devrait apparaître à la WWE très prochainement. Apparemment, quand j'ai écrit cette news, il disait qu'il était prévu pour le Raw du 5 janvier. On est le 7, vous avez bien vu qu'il n'est pas apparu. Et donc, j'imagine, il y aura peut-être plus de chances qu'il apparaisse au Royal Rumble, mine de rien. Voilà. Ça arrive vite. Donc, à voir s'il va arriver. Quelle place va avoir Chris Jericho? Est-ce qu'il va venir pour un dernier run? Est-ce qu'il va venir un peu comme. Est-ce qu'il fera sa tournée d'adieu lui aussi? Est-ce qu'il va faire, je sais pas, le gars qui va aider les jeunes? Mais moi, je t'avoue que à y penser, ça me fait un peu chier quand même. Au final, j'étais hyper chaud pour qu'il revienne. Mais je trouve que ça va faire un peu trop répétitif parce que l'année dernière, enfin 2025, on a eu la tournée de John Cena. 2026, AJ Styles a dit que 2026 serait sa tournée d'adieu. Et donc tu rajoutes une tournée d'adieu aussi de Chris Jericho. Je trouve ça un peu. Ça fait un peu beaucoup quand même. En fait, laisser la place au jeunes, non? Enfin, même si j'étais pour. Franchement, j'étais pour. Mais. Ouais, après les jeunes, t'inquiète pas, ils sont là. Il y en a quand même vraiment qui commencent à se démarquer maintenant. Le truc, tu vois, moi c'est comme ça que je vois le truc. Ouais, ce que je trouve, ce qui va se passer, c'est qu'avec TKO aux manettes, ça va retirer la magie du truc. Ouais. C'est comme t'as dit, ça va être une tournée d'adieu. Il va arriver, il va bosser avec des jeunes, il va les faire mousser. Alors s'il fait mousser à LA Knight, bel esprit, oui. Mais ouais, je pense que ça va être fade et ça va juste être une machine à pognon. Ouais. Oh, venez voir les 5 apparitions restantes de Chris Jericho. À chaque fois, ça sera un gros pay-per-view, ça sera des places à 10 000 balles au ringside. Et voilà. Et c'est tout ce que ça va être. À chaque fois, ça va être des matchs peu bien construits. Tu sais, la folie de Vince nous manque au booking. Voilà, c'est clair. Tout nos dernières news, on fait qu'en parler de ça. Ben ouais. Et d'un autre côté, par contre, j'apprécie énormément le boulot que fait Shawn Michaels à NXT, mais ça, on en parlera pour la news de la vignette d'Elio Lefleur. Parce qu'en fait, tu vois totalement les différences de mentalité et c'est ultra bel esprit. Ultra bel esprit. Et Chris Jericho, après, d'un autre côté, lui, respect total. Hein. Respect total à sa carrière. Le mec, il a fait le ping-pong entre toutes les promotions. Le mec, il doit avoir 55 ans, je pense, aujourd'hui. Il est toujours relevant au point de, je suis sûr, s'il revient, il va avoir un contrat de ouf. Il va avoir un contrat à 6 ou 7 chiffres et TKO va lui donner volontiers parce que le mec c'est une méga superstar avec un following de ouf et voilà quoi. D'ailleurs en parlant de ça, le mec il a toujours été au top de n'importe où il allait quoi. Il a toujours su se placer et c'est un businessman de ouf alors qu'en plus il est pas gigantesque. Hein. C'est un truc de ouf, surtout à une époque, surtout de l'attitude era où il y avait des géants. Ouais, c'est vrai. Et en parlant justement de savoir se placer, tout à l'heure on en parlait juste avant de commencer, BDE. Oui, le BDE. Mec, quand t'es une méga superstar. Enfin, une méga superstar où t'as un gros following, les gens t'accueillent les bras ouverts. Exactement. Donc pour les gens qui connaissent pas BDE, en fait, c'est Brandon Claymore. Les gens comme moi. Voilà. C'est vrai. Je ne sais pas qui c'était. En fait, je regardais ses vidéos sur YouTube et j'avais vu qu'il avait fait 2-3 matchs. Enfin, je le suis pas forcément. Je regardais ses vidéos sur Internet et j'avais vu qu'il avait fait 2-3 matchs sur les indies, sur les indies aux USA. Et il valait quelque chose les matchs? Ouais, ça va. Franchement, ça va. C'est pas le youtubeur qui fait un truc de catch. Non, vraiment. Oui, non, ça va. Non, franchement, ça va. Et là, hier, je vois le mec, je vois sa gueule avec TNA, le gros logo TNA. Ouais. Et je lis, je vois, le mec, il a été signé par TNA, quoi. Je dis, pourquoi pas. Bel esprit. Ouais, et puis surtout, voilà, comme tu vois, il a 1,4 million d'abonnés sur YouTube. Mec, quant à ça, c'est ce que me disait Joe Legend, j'ai toujours pas commencé le montage de son interview parce que j'ai fini toutes les TLR MWS. Le mec, il me disait, pour un conseil pour un jeune qui voulait se lancer dans le catch, construis ta marque en dehors du catch. Ouais. Construis ta marque en dehors du catch, construis une grosse chaîne YouTube, construis ce que tu veux. C'est ça qui te garantira plus rapidement d'arriver au sommet et d'être engagé par une grosse compagnie, #Logan Paul, que aujourd'hui, malheureusement, payer tes dus, aller dans une bonne école de catch et commencer en bas de l'échelle pour grimper les échelons petit à petit. Quoi. C'est triste, mais c'est comme ça. D'ailleurs, en parlant de ça, ça m'a fait gerber. Hein. T'as pas vu le dernier post du Triple H ?
Genre sur Instagram, j'ai vu juste avant qu'on le commence, Pas ça a du été tout, posté il y a 2 heures, je crois. En fait, grosso modo, je crois que c'est pour WrestleMania, ils commencent la promotion de WrestleMania. Mhm. Et en fait, t'as que des acteurs, des influenceurs, des athlètes qui sont là. Ouais, comment je peux faire pour être sur la carte? Ouais, tu sais, là, je réfléchis à mon prochain coup. Je me demande si j'aurais pas ma place dans un ring WWE. Mais des mecs qui ont rien à voir avec le Ouais, catch, en ok, fait. putain. Bon, non, bah après, il y en a qui sont blé l'esprit. Genre, il y a l'acteur qui fait The Punisher, Mhm. je sais plus c'est quoi son nom, qui jouait dans Walking Dead aussi. Il y a des John sportifs, Bernthal. il y a. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a aussi, je crois, celui qui joue dans Street Fighter, là, qui fait le présentateur dans Street Fighter, le film. Enfin, voilà, c'est des gens connus, Mhm. qui certes ont des millions de followers, mais on en arrive à ça maintenant. Ouais. C'est les mecs, WWE, ça va être une soirée VIP où il va même plus y avoir de catcheurs, il va y avoir que des influenceurs sur le ring. Ah, c'est terrible. Hein. Et moi, je chie dessus, là-dessus. Je chie littéralement dessus. C'est pas ça le catch. Tu vois, enfin bon, après, peu importe. Alors, Après, il y en a, ils vont dire, oui, mais non, c'est le progrès. Le progrès, des fois, le progrès, c'est pas parce que ça progresse que c'est forcément une bonne chose. Hein. Tu peux Ouais, progresser en arrière. ah oui, c'est clair. Après, je nuance parce qu'il y en a, c'est des bonnes idées. Par exemple, Bad Bunny, j'adorais moi Bad Bunny. Hein. Ouais, oui. Exemple. Je sais pas. Ouais, Après, par exemple, d'autres, Ouais, j'ai moins aimé. Hein. Mais Bad Bunny, j'ai bien aimé. bah, moi, je préfère Logan Paul que Bad Bunny parce que Logan Paul, il reste, tu vois. Moi aussi, je préfère Logan Paul. Mais Parce que Bad Bunny, oui, d'accord, il s'est sorti les doigts, d'accord, il est bien catché, mais faudrait voir, est-ce qu'il a tant apporté que ça à la WWE? Faudrait déjà voir ça. Alors, moi, je sais sincèrement pas, je pose sincèrement la question. Est-ce que il a rapporté plus d'argent qu'il ne leur en a coûté? Ça, c'est important de voir. Je pense que oui, quand même. Pour l'exposition, Ils ont peut-être. fait tout ce qui s'est passé à Porto Rico, le Backlash Porto Rico. Ah, je Ouais, pense mais regarde, que... si le mec, il te prend, par exemple, 10 millions pour faire son match, c'est peut-être possible. Allez, 1 ou 2 millions, voire 10 millions. Ouais. Mais que le prix des billets, c'est que 5 millions, bah, au final, tu perds quand même 5 millions. En tout cas, sur la soirée à proprement dit. On parle pas après de tous les produits dérivés derrière, les reventes du pay-per-view sur Netflix, etc. Je sais pas, tu sais, c'est un aspect du business qui m'est totalement étranger, malheureusement. Et tu sais pourquoi je dis ça? Parce que quand The Rock était allé faire une interview, un podcast avec PBD, Valuetainment, je sais pas si tu vois qui c'est. Ils sont assez en vogue en ce moment là, c'est sur YouTube. C'était excellent. Tu sais comment ça s'était passé un jour, sa négociation de contrat et surtout de salaire avec Vince McMahon. Ça avait été comme ça. Vince et Rock qui parlaient, c'est Rock qui expliquait ça. Rock il va voir Vince et il lui fait Vince dit à The Rock, mais c'était dans fin des années 90, hein, il dit bon, il faut qu'on discute de ton contrat, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu aimerais? Et Rock il dit à Vince, c'est qui le catcheur qui gagne le plus d'argent ici? Et Vince lui fait, bah c'est Steve Austin. Il fait, ok, c'est quoi son salaire garanti? 1 million. Et Rock il fait, ok, bah je veux 2 millions. Vince il lui fait, il dit pas non tout de suite, il dit pas calme-toi, il fait, écoute, ce que tu vas faire, c'est pendant 1 mois, je vais te mettre en rapport avec mon service financier, service production, que tu vois, et tu vas voyager avec eux, et que tu vas voir comment... T'avais entendu cette histoire ou non? J'avais pas du tout entendu, non. Ok, bah c'est passionnant, tu vas voir. Vince lui dit, je vais te mettre en relation avec mon service financier, mon service comptabilité, comment tu produis les shows, comment tu loues les salles de catch, etc. Tu vas passer 1 mois tous les jours avec eux, à voyager avec eux, etc. Et on en reparle dans 1 mois de cette demande que tu as. Voilà. Donc je crois que c'est ce qu'il a fait. Et pendant 1 mois, il a appris les coulisses du business, et surtout les coulisses financières. Et donc 1 mois plus tard, il rediscute avec Vince. C'est Jean-Roch qui explique tout ça. Hein. C'est lui, c'est pas des oui-dire ou quoi. Des news. Voilà. Et après, il dit, quand il est retourné revoir Vince pour justement rediscuter de son nouveau contrat, il a fait, tu sais quoi, Vince, je comprends ce que tu veux dire. C'est bon, je demande juste à gagner autant que Steve. 1 million. Et Vince, il lui fait, tu vois, c'est parfait que tu aies compris ça. Maintenant, ce que je vais faire, je vais te filer 15 millions. Il lui a fait, non, c'est pas ça. Il lui a fait, je vais te filer tes 1 million, mais je sais que l'année prochaine, tu vas gagner 15 millions de dollars. Ok. Et tu vois, et moi j'ai essayé de comprendre cette histoire. Et le mec qui fait Valuetainment, c'est un businessman, hein, c'est un mec qui vend des assurances, qui a construit sa chaîne YouTube et tout. Et le mec il fait, mais mec, c'est un génie ce Vince McMahon d'avoir fait ça. Et je pense que oui, parce que regarde, en fait, un catcheur, il va sur le ring, il catch, il fait son match, il fait ses promos, il fait ses storylines, point. Connaître comment marche un business
d'un point de vue merchandising, sponsoring, organisation de show, tout ça, mec, ça te change la mentalité et tu vas comprendre. Si t'es un très bon catcheur et que t'es un main eventer, tu vas te dire, ok, maintenant que je sais que ça coûte autant pour remplir cette salle, comment est-ce que je peux faire pour remplir cette salle à New York? Comment est-ce que je peux faire pour remplir cette salle à Boston? Comment est-ce que je peux faire pour accrocher des sponsors à Boston et à New York? Qu'est-ce qu'ils aiment à Boston? Qu'est-ce qu'ils aiment à New York? Et ton esprit est complètement changé. T'es pas juste le mec qui va aller dans le ring, faire un gros match, vendre des t-shirts et dire, bon allez, paye-moi 2 millions, tu vois. Tu vois le truc? Et je pense que c'est un coup de génie d'avoir fait ça de Vince, tu vois. Et donc au final c'est ça le truc, c'est tu vois, moi je suis pas au courant de tout ce qui est un mec comme Bad Bunny, ce qui rapporte à la compagnie, mais ça serait un volet du business que, en tout cas moi personnellement ça me passionne, quoi. Parce que y a pas le catch, c'est pas que du catch en fait. Le catch dans le ring c'est secondaire, c'est tout ce qu'il y a autour qui est important, quoi. Et pour ça, c'est pour cela que c'est ça, et c'est pour ça que le retour de Chris Jericho risque de faire très très mal. Oh oui, dans le bon sens du terme. Quatrième news, Tom. Il y a eu des changements créatifs au sein de l'AEW en 2025. Wesh. Et donc, ouais, je voulais avoir ton avis, toi, qui est allé. Qui est allé Qui est allé cet été, ouais. Puisqu'il y avait eu des news qui étaient sorties sur le fait que Tony Khan faisait tout seul. Ouais. Et donc, il y a eu des news. Je te le confirme, c'est ce que j'ai vu de mes propres yeux. Et apparemment, c'était pas comme ça au début. Donc, je vais te lire la news. Depuis sa création en 2019, l'AEW a connu plusieurs phases distinctes. L'équipe dirigeante a évolué au fil du temps. Ouais. Certains membres ayant quitté la compagnie, plusieurs interviews ont également révélé que Tony Khan était parfois trop influençable, laissant d'autres personnes prendre des décisions concernant les storylines, les résultats des matchs. Plus récemment, il avait été reporté qu'il ne tenait plus de réunion dédiée au booking. Ouais, il décide de tout seul. Voilà. Donc, Tony Khan a accordé une interview à Sport Illustrated. Yes, l'anglais. Illustrated, à Sport Illustrated. Mec, après il les parle un peu pareil aussi. T'as l'accent d'Eddie Caraoui en anglais, bel esprit. Bah ouais, écoute. I take the leg, I take put the arm, et back dump, on the poto. then close line, oh oui. Ah, écoute, quand on va se voir tous les deux, qu'on va commencer à parler, tu vas voir, tu vas rigoler. Ah bah ça, oh oui. Et donc, à l'occasion de sa distinction comme compagnie de l'année, il a été interrogé sur le changement opérationnel qui a été fait sur la EW en 2025 par rapport à 2024. Ouais. Il explique avoir réalisé à la fin de l'année 2024 qu'il était préférable de mettre un terme aux réunions collectives sur le booking des shows. Ouais, ok. Désormais, c'est lui qui propose directement les idées créatives et la structure globale des émissions. Ouais. Et le timing, le timecode et compagnie. Il dit plus précisément: puisque tu me demandes si la priorité concernait l'orientation générale, certaines histoires et la manière d'assembler les shows télé, oui, j'avais le sentiment d'avoir une bonne approche que j'avais affinée en 2020. Je pense cependant que j'ai été devenu trop collaboratif et à la fin en entrant en 2025, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête ça. Et en fait, en gros, on apprend que apparemment, il était beaucoup et très influençable en fait au final. Ouais. Bah après, c'était nouveau pour lui aussi. Hein. Il débutait dans le catch. Ah mais c'est oui. Ouais, mais c'était comme tu m'as dit, c'était un mec quand même qui. Enfin oui, c'est vrai. C'est un mec qui aime le catch, mais c'est vrai que dans le business, il a jamais été, il a jamais fait partie d'une compagnie de catch. Ouais. Et puis le truc, c'est que mec, alors je sais pas si c'était eux, mais j'explique. C'est un exemple. Hein, je dis pas que c'est ça. Mais quand t'es entouré de mecs à côté de toi, t'as Cody Rhodes, CM Punk, les Young Bucks, des mecs qui catchent depuis plus de 20 ans. Mec, ils te disent, mec, on devrait faire ça, tu vas les écouter. Surtout si ça fait que 3 ans que tu gères une compagnie à multimillions de dollars. Tu leur fais confiance, ils ont un gros salaire, ils ont pas d'intérêt de couler à la compagnie, enfin en tout cas c'est ce que tu crois, tu vas les écouter. Et de toute façon le catch, c'est ce qu'on appelle le jeu des politiques. C'est ça. Quand t'as un peu de say, comme on dit, c'est que t'as une voix dans les vestiaires ou que t'as l'oreille du booker, si t'es pas trop con ou t'es un peu égoïste, tu vas tirer la couverture pour toi. Moi, c'est souvent ce qu'on m'a reproché de faire. Alors oui et non, parce qu'après, le premier argument que je fais, c'est mais regarde mon palmarès de victoires et de défaites récemment. Moi, je job pour tout le monde, littéralement, quasiment. Hein, je veux dire pas. Parce qu'en fait, ça sert à rien au final, de battre tout le monde. J'ai envie de te dire, enfin oui, ça c'est bien pour le suivi et les storylines, mais
c'est ce que m'avait dit Monsieur Jackie à l'époque. Il me dit, mec, c'est pas parce que tu perds le match que tu peux perdre un match et voler la vedette à ton adversaire. Et quand il m'a dit ça, je fais, ok, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. Le Joker, il meurt toujours dans Batman, mais on se souvient que de lui. Ouais. Oui, exactement. C'est tout, parce que c'est un bon perso, le maquillage est bon, ses actions et ses lignes sont très bien jouées, et le jeu est excellent. Donc tu sais, franchement, regarde, demain, Amigo, on te propose... Alors, d'un point de vue c'est très con ce que je veux dire, mais... on te propose de jouer Batman ou le Joker dans un film, tu choisis lequel? Physiquement, le Joker, parce que j'ai pas le physique pour faire Batman. Non, mais d'accord. En vrai, moi j'ai toujours été fait partie des méchants, moi. Alors, parce que il est trop iconique. C'est plus marrant. C'est ça, et puis c'est plus marrant de jouer le Joker. Ouais. Après, si t'es un bon businessman, tu dis non, je joue Batman, comme ça tu reviens dans 3-4 films après derrière. Tu vois. De films, ouais. Exactement, tu vois. Mais c'est ça, enfin bref, c'est comme ça, quoi. Ouais. Et tout ça pour dire, ce truc créatif. Après, je sais que la news suivante, mais on va faire les deux ensemble. MVP compare AEW et WWE. Qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça? Alors, attends, je finis juste. Vas-y. Alors, il a dit que. Il y avait un petit tacle quand même avec la WWE. Ouais. Mais en gros, cette interview, en fait, il comprend mieux du fait qu'en 2025, la EW était plus cohérente et structurée à l'écran qu'en 2024 parce que les storylines s'enchaînaient vraiment davantage dans la continuité. Ouais. Et contrairement à avant où en gros les storylines, il y avait un match et après, un peu comme la WWE 2025, quoi, j'allais te dire. Ouais, ou c'est d'une part, ou alors la WCW à l'époque, ou tout ça, quoi. Ouais. Et il dit que malgré cela, Tony Khan assure qu'il reste à l'écoute de ses catcheurs et il affirme continuer à échanger avec eux et que la porte de son bureau est ouverte. Voilà. Ouais, ça oui, ça c'est, je veux bien le croire, étant donné que je suis allé pisser dans ses chiottes et à Chicago. Et non, mais ça, plus sérieusement, ça se voit qu'à la AEW, les catcheurs, alors. On peut dire ce qu'on veut, on peut dire AEW, il y en a, ils vont toujours critiquer en disant ouais, mais tout ça, machin truc, le travail de l'office est bof, CM Punk, il a dû prendre le métro tout seul à Londres et tout, ok d'accord, ça arrive toujours, les couacs, surtout pour une jeune compagnie. J'ai entendu, la façon qu'a l'AEW de traiter ses talents, c'est quand même beaucoup plus convenable que tout ce que peut faire la WWE, à part si t'es une top star à la WWE. Bien sûr. Parce que n'oublions pas ce qu'a dit Nick Khan récemment. À la WWE, sauf si t'es une grosse star, tu feras pas énormément d'argent, grosso modo, c'est ce qu'il a dit, quoi. Donc bon, c'est comme ça. Mais bon, bref, après c'est toujours pareil. Je veux dire, on peut dire ce qu'on veut, mais regarde Matt Cardona, qui est revenu à la WWE. Ouais. Je suis quasiment sûr que, allez, peut-être les 2/3 du roster AEW, si demain tu leur offres un bon contrat à WWE, ils vont à la WWE. Oui, je pense aussi. Parce que c'est la NFL du catch. Ouais. C'est la NFL du catch, c'est la NBA, c'est là-bas que tu te dis bon, c'est là-bas que je vais rentrer dans la légende. Mais c'est aussi parce que la EW est jeune comme compagnie, elle a quoi, 7-8 ans? Oui, puisque ça faisait oui, attends. 2019 ou 2018? C'est création de 2019. Et tu vois, c'est plus récent que la storyline Tom LaRufa, Antoine Bernard. Ouais. Qui est à voir à Rix jeudi soir. Demain soir. Ouais, jeudi soir le 8. Ouais, ça va être demain soir. Tu penses alors bon après après moi c'est moi qui me démerde pour tout poster, mais tu penses c'est d'ici demain ou quoi? Alors je crois que ça a coupé, mais tu m'as demandé si je pouvais finir le montage, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, je le ferai ce soir, y a pas de souci. Ouais, s'il y a moyen, vas-y, comme ça je télécharge, je l'upload demain avant de prendre le train à 6h du mat pour aller en Bretagne. Yes. News suivante, MVP qui compare. Putain, j'ai du mal à parler ce soir. Qui compare à la AEW. Non, MVP qui compare. On l'a pas fait? Ah ouais, d'accord, ok. Non, parce que je t'avais dit, on regroupait les deux, quoi. Ah, pardon. Ouais, t'inquiète. Qu'est-ce qu'il dit grosso modo, quoi? Alors, il dit. Alors, pour faire. En gros, il dit que Triple H, c'est du bullshit. C'est un dictateur. Il dit alors c'était il a lancé une comparaison entre Tony et Triple H. Tony permet beaucoup de contributions permet aux catcheurs de contribuer à leur storyline. Il a une vision bien sûr, mais il travaille avec les talents et leur donne bien plus de place et de liberté sur la direction créative, alors que Triple H est un dictateur. C'est je veux que tu fasses ça, fais ça. Bah oui, après Vince c'était pareil, hein. Je sais pas ce qu'il a contre Triple H, mais Vince c'était pareil. Et puis c'est la WWE qui est de toute façon comme ça général, à part peut-être NXT. Mais c'est quoi, on en reparlera pour la vignette d'Elio Le Fleur en dernier, quoi. Et il disait qu'à la WWE il y avait un climat de peur
Mais après, je pense que c'est moins le cas dernièrement depuis TKO. Ah oui, apparemment, TKO, donc, exactement. Ah oui, ça. Et puis avec toutes les histoires qu'il y a eu quand même, c'est toutes les histoires qu'il y a eu, notamment avec Vince, justement, quoi. Ouais, Il se tient à carreau, quoi. exactement. Attends, il se tient à carreau, mais attends, ça, d'ailleurs, fuck, on l'a pas prévu dans les news. Mec, c'était pas énorme, ça? Avec le truc de, quand t'es en procès, tu dois dévoiler la vérité. Et Vince, qui envoyait des textos à Nick Khan et Triple H. Oui. Pour leur dire hey, est-ce que Cody et Roman sont au courant du finish de Mania et Nick Khan qui lui fait mec, va sur Signal. C'est abusé. Du coup, le mec. C'est bizarre. Et oui, mais c'est vraiment bizarre qu'il n'y ait pas eu de retombée là-dessus. Ouais, c'est abusé. Que les gens aient pas c'est eu. Vrai Parce que que c'est un peu passé à travers. Hein. Parce qu'il n'y a pas eu parjure là-dedans. Parce qu'ils n'avaient pas garanti aux investisseurs ou aux gens, ou je sais pas, que Vince n'avait plus aucun lien avec le créatif. Je sais pas. Ouais, donc bon, bref, ça pour dire, c'est. Voilà. Non, mais là c'est sûr, on est sûr qu'il y est plus, là, c'est sûr. Vu les storylines de merde qu'on a et les finishes, c'est sûr qu'il y est plus. Putain, ouais. Ah là là. Ouais. Mais en parlant de ça, justement, on va en parler de Braun Breaker, mais Braun Breaker, donc il a perdu contre CM Punk. Il y en a qui se sont plaints de ça, apparemment. J'ai pas vu ça, moi, Tom. C'était à Raw. C'est le Raw sur Netflix, le premier de la saison. Ah oui, je l'ai pas vu. Qui apparemment été une bande-annonce pour Stranger Things. Ouais, j'ai juste vu ça, j'ai dit ça m'a saoulé. Exactement. Mais moi aussi, je t'avoue que j'aurais regardé, j'aurais vu s'il y avait le retour de Chris Jericho, je l'aurais peut-être maté en direct. J'aurais pu le remater, mais ouais. Mais bon, Braun Breaker a perdu contre CM Punk, quoi. Alors après, attention. Moi, je trouve que c'est la meilleure décision parce que le jour où Breaker deviendra champion, peut-être en gagnant le Rumble et après avoir WrestleMania, ça sera une explosion de succès, quoi, tu vois. Mais bon, voilà, c'est toujours bien, tu sais, même s'il est heel, c'est de faire espérer les gens, de le retirer pour que ce soit encore plus grand plus tard. Ouais. Sauf s'ils nous font une LA Knight et qu'ils finalement ils ne mettent jamais champion, quoi. Ouais, faut build la storyline. C'est sûr que si tu fais déjà gagner contre CM Punk, ça perd un peu de. Totalement, ouais. CM Punk perdra beaucoup de crédit déjà et. D'ailleurs, en parlant de ça, il y en a un qui aime pas CM Punk. Ouais, Kevin Nash estime qu'il est temps que CM Punk prenne sa retraite. Dans le dernier épisode de son podcast Click 10, Nash a remis en question les performances récentes de CM Punk, pointant du doigt son rythme physique, ses coups et sa présentation globale. Nash a été particulièrement critique concernant le fait que Punk lutte en t-shirt alors qu'il est positionné dans le programme de Main Event, suggérant que celui-ci a pas la crédibilité requise pour ce niveau de carte. Ouais. Selon Nash, le problème n'est pas une question d'héritage, mais de réalité. Je l'ai observé attentivement, a déclaré Nash. Il avait l'air lent. Pour moi, je dirais que le moment est venu qu'il prenne sa retraite. Il a également souligné avoir que savoir. Oula, attends. Alors attends, je me relis. Ouais, vas-y. Il déclare que la WWE devrait se concentrer sur la mise en avant des plus jeunes talents plutôt que de prolonger celle des anciens. Voilà. Ouais. En gros, c'est ce qu'il dit. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Tom? Est-ce que tu penses que CM Punk devrait prendre sa retraite? Après, en toute franchise, je suis peut-être mal placé pour parler, étant donné que CM Punk a fait au moins 10 millions de fois plus d'argent que moi dans le catch. Donc voilà. Après, le truc, par contre, regarde. Moi, je vais dire ça. On oublie que Kevin Nash était un excellent catcheur dans les années 90. Ouais. Le mec était un géant, 2m10, mais il catchait super bien. Son offense était crédible. Son timing dans le ring et sa façon de bouger était vraiment excellente pour un big guy, un géant. Et les gens, je dis les gens qui disent qu'il dit des conneries, ont tendance à oublier ça. Les matchs de Kevin Nash, moi je me suis jamais vraiment fait chier. Alors je parle bien sûr des années 90, après les années 2000, peut-être c'est différent. Mais quand tu vois des matchs comme Kevin Nash contre Bret Hart, Kevin Nash contre Shawn Michaels, Shawn Michaels c'est Kevin Nash en équipe, Diesel contre Razor Ramon, on les fera peut-être en vidéo. Donc bref, parce qu'en fait ça permet aussi de voir ces vidéos comme ça, de voir à quel point, mec, t'as vu comme il bouge bien le mec là, le mec fait quand même littéralement 140 kilos. 140 kilos de muscle, il fait 2m10 et il bouge. Voilà, Kevin Nash fait shoot 2m10, sûr et certain. J'ai croisé plusieurs fois dans ma carrière, que le mec est gigantesque. Et donc bref, ça pour dire, le mec, son avis est quand même important.
Parce qu'il a quand même participé à porter la WWF sur les épaules dans les années 90, ce qui n'était pas chose facile. D'accord? Donc ça, c'est le premier truc. Si un mec comme ça parle, moi, je l'écoute. Et j'écoute et j'essaie de comprendre ce qu'il dit. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que CM Punk, voilà, est plus au top dans in-ring. Ce qui est totalement vrai, vu qu'il a quand même l'âge derrière et que CM Punk s'est arrêté presque 10 ans. Hein. Presque 10 ans. Ça joue beaucoup, hein, sur ça. Hein. Ça, c'est le premier truc. Deuxièmement, et c'est marrant parce que ça rejoint la prochaine news, il parle de manque de crédibilité. Moi, franchement, j'ai jamais accroché à CM Punk. Je parle en tant que fan, entre guillemets. CM Punk, j'ai jamais accroché. Dans le ring, j'ai jamais accroché. Alors oui, au micro, il a du caractère, il est virulent au micro, d'accord. Mais il n'y a pas que ça. Moi, CM Punk, je le vois en action dans le ring, ben, j'y crois moins qu'un mec qui a un physique, en fait. Et c'est un vrai physique, je parle. Même si son physique a progressé à CM Punk. Mais la plupart de sa carrière, le mec avait un physique lambda. Et le truc, c'est très intéressant la façon qu'a de s'exprimer Kevin Nash, qui est de dire, quand t'es dans le main event, tu catches pas en t-shirt. Ouais. Ah où? C'est ça. Aujourd'hui, sur les indies, c'est un truc qui a été complètement perdu. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de gamins de 15-16 ans qui font du catch et qui ressemblent pas à des hommes. Et donc, tu mets un t-shirt ou pas, les gens voient même pas la différence. C'est aussi pour ça que beaucoup de gens prennent plus le catch au sérieux. Mais par contre, il y a 15-20 ans en arrière, quand j'ai commencé, là, je peux te dire, c'était exactement ça la mentalité, notamment avec les vieux old school européens qui étaient là en disant, ah, t'es un catcheur en t-shirt. La phrase, t'es un catcheur en t-shirt. Okay. C'était, ouais, c'est genre, t'as pas physique, t'es une merde. Ouais, t'es another t-shirt wrestler. Ouais, t'es un catcheur en t-shirt. Okay. Et ça, c'était un carton orange. Peut-être pas rouge. Je regarde Kevin Owens. Kevin Owens, ça fait une carrière en catcheur en t-shirt. Ok, d'accord, respect, monsieur. Mais d'un autre côté, 3 fois sur 4, si t'as un t-shirt dans le ring, c'est que t'as pas fait ton taf de ressembler à une star. Donc voilà, moi je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir l'avis d'un mec comme Kevin Nash, qui, je le redis, il est Hall of Famer, c'est sûr, peut-être 2 fois même, je crois. Hein. Il y a Diesel et NWO, je crois. Hein. Oui. Bah oui, avec attends. Est-ce que The Click a été introduit? The Click, je pense pas, mais c'est NWO, je crois. Ok. Peut-être The Click va l'être, hein, pour que Triple H en ait encore une en plus. Ouais. Et Triple H, il va avoir vu qu'il a plus les records de champion du monde, il va avoir ou il l'a jamais eu d'ailleurs, des Hall of Fame. Ouais. Il va avoir DX, Triple H, Legacy, The Click, 4. Le mec, il va avoir ses doigts pour toutes les bagues qu'il va avoir, quoi. Ouais. 7ème news. Alors, dernier truc par rapport à ça, et en parlant de CM Punk, tu vois, un truc qui est clair et net, c'est que tu vois, CM Punk contre Braun Breaker, déjà physiquement, il n'y a pas photo. Hein, Braun Breaker l'obscurcit, et même au micro. Ouais. Hein. Mec, j'ai regardé le segment entre Braun Breaker et CM Punk la semaine dernière, mais CM Punk, on sent qu'il est sur la pente descendante, en fait. Parce que même quand il dit je suis CM Punk et je vais te battre, oui, la foule pop, mais contre un Braun Breaker, c'est plus crédible. Alors, même s'il a battu la semaine d'après. Mais tu vois, tu sens que c'est. Frérot, ça marche plus. Je me reconnais totalement dans ce que tu dis, parce que moi, tu vois, à contrario, j'étais vraiment un fan de CM Punk. Enfin, je suis un fan de CM Punk. Oui. Mais. Enfin, moi, ça me dérangeait pas le ring qu'il avait à l'époque, le physique, puisque en fait, c'était vraiment le personnage, c'était le mec qui clashait tout le monde. Il avait un gros micro. Et là, c'est vrai qu'en fait, au final, tu te rends compte, il avait un gros micro. Ouais, bah ouais. T'aurais aimé lui parler dans le micro, quoi. Non, ça va, moi non. Peut-être toi, Tom, parce que je sais que tu fais comment parler de ça, mais peut-être que. Ah ouais. Bah là, j'ai pas de question que tu préfères, vu que là, on en a 1 heure de Taylor News et il reste encore 2 news, waouh. Attends, je finis. Donc, vas-y. En fait, je me dis, je vois ce qui me fait, enfin, ça me fait mal. Ce que je reconnais ce qu'il dit Kevin Nash, c'est qu'en fait, il se fait battre par un gars où il y a 2 mois, on se disait, mec, il est nul au micro. Est-ce que ça va vraiment devenir la grosse superstar que tout le monde dit? Et là, mec, en 2 mois, il a éteint, quoi. Alors que c'est CM Punk, c'est quand même il a un aura, il a tout, il a les fans, il a la popularité, personne l'a jamais oublié. Et en 2 mois, le mec, il est meilleur que lui, quoi. Et donc c'est là où tu vois, il est meilleur que lui. Voilà, tout propos on se comprend. Mais c'est là où je me dis que au début, quand j'ai lu la news, je dis ouais, vas-y, hein, c'est encore un truc comme Bret Hart pour faire parler de lui, tout ça. Et après, j'y réfléchis, je me dis ouais, je comprends ce qu'il dit, tu vois. Je comprends totalement ce qu'il dit. Ouais, et moi, ce qui me fait halluciner avec Braun Breaker, c'est que vraiment, alors c'est très con ce que je vais dire, mais moi j'ai été élevé par le catch WWF de Vince McMahon. Donc, même si je suis loin d'être dans cette case, pour moi, t'es un main eventer si tu fais 1m95. Tu
tu vois, minimum. Et puis même, c'est ce que j'ai vécu à NXT quand j'y étais, hein, tu sais, à mon époque, ça fait le vieux, mais oui, fuck, c'était il y a 10-15 ans. Si tu faisais 1m90, 92, t'étais normal. T'es normal, toi. T'es un poids moyen, tu vois. Poids normal. Poids lourd, tu l'étais. Alors, c'est surtout en taille. C'est pas trop en poids sur la balance, c'est en taille. Là-bas, c'est marrant, mais les poids lourds, poids légers, c'était par rapport à la taille. C'est pas trop le poids sur la balance. Tu peux faire 1m80 et peser 150 kg. Donc, t'es un poids lourd, mais non, en fait, parce que tu feras qu'1m80, tu vois. Donc, en fait, le truc, c'est. T'es un poids moyen entre 1m90 et 92. Donc Marcus, à 1m88, il était vraiment pas moyen, puis normal. La preuve, regarde, c'était comme ça que Billy Gunn l'appelait. Il l'appelait Medium Size Frenchie, Marcus. Et moi, j'étais Small Frenchie, avec mon tout juste 1m80 en botte de catch. Donc le truc, c'est, t'es moins d'1m90, t'es un poids léger. Enfin, en tout cas, à l'époque de Vince, à l'époque quand j'étais. Tu fais 1m92, 95, t'es poids normal, tu vois. Et quand tu dépasses les 2 mètres, là, t'es un poids lourd. Et là, t'es vraiment un poids lourd. Alors, si tu fais 2m10, t'es un géant, tu vois. Mais ça, t'as géant à 2m10, poids lourd à 1m95, poids moyen jusqu'à 1m88, et en dessous d'1m88, en dessous de 6'2, soit t'es un poids léger, soit même pas, il te donne de tryhard. Ça m'est arrivé. Hein. Avant que je fasse World of Hurt, j'avais envoyé mon CV à Drew McDonald. J'avais un peu menti sur ma taille, tu sais. Et apparemment, quand le mec, l'anglais qui lui a filé mon CV avait dit, vu que j'avais menti sur ma taille, il a jeté l'application, il l'a même pas lu, tu vois. C'est pour dire que la mentalité qu'ils avaient, tu vois. Alors, heureusement qu'il y a eu World of Hurt derrière, c'est eux qui sont venus me voir. Mais voilà, c'est ça pour dire. Le truc, c'est Braun Breaker. Moi, je suis toujours dans la mentalité de Vince, et je me dis, putain, mais si lui, il avait 10 cm de plus, mais c'est bon, c'est un Randy Orton, le mec, tu vois. Parce qu'en attendant, il est quand même, il fait 1m85 max, tu vois. Je l'ai croisé, il me semble, en vrai. Il y était. Il me semble que je l'ai déjà croisé, mais je sais plus où. Ben à Paris, non, peut-être. Ça pour dire. Non, à Paris. À Lyon. J'étais qu'à Lyon. Peut-être, mais je pense pas qu'il y était encore déjà sur le main roster. Non. Si, il était champion intercontinental, là. À Lyon et à. Non, il était pas champion intercontinental. Je sais plus. Mais peut-être c'était à Orlando. Sur dans backstage. Mais bon, ça pour dire, le truc c'est, bon, il fait pas 1m95, tu vois. Et ça, que c'est vraiment dommage, parce que si le mec faisait 1m95, je te dis, ça serait le nouveau Randy Orton, et peut-être même mieux qu'Orton. Parce que le mec a même pas 2-3 ans sur le main roster, le mec c'est déjà une légende. Pourquoi? Parce qu'au micro, pourquoi il cartonne? Parce que tout ce qu'il dit, c'est vécu. J'ai regardé sa promo avec CM Punk, le mec il dit, mec, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, personne n'est aussi athlétique que moi. Personne n'est aussi intense que moi. Personne n'a le pédigré génétique que j'ai. Le mec, c'est quand même le fils de Rick Steiner et le neveu de Scott Steiner, qui sont deux des plus gros spécimens de catch, et c'était des tueurs, les Steiner Brothers à l'époque. Et après, il casse encore plus Punk en disant, ouais, mais toi, t'es là, tu te la racontes en disant que ouais, t'as payé tes dues sur les Indies, comme si moi, on m'a toujours tout donné, espèce de petite merde. Tu crois vraiment qu'avec la famille que j'ai, et avec le pédigré et le CV de ma famille, les gens ne m'ont pas observé avec un microscope et n'ont pas attendu de l'excellence à chacun de mes pas et à chacune de mes actions. Donc t'inquiète pas, que ça a été beaucoup plus dur pour moi que ça a été pour toi. Ou sur les Indies, vous catchez pour $20. Enfin, c'est pas ce qu'il a dit, mais c'est quasiment littéralement l'histoire qu'il racontait. Et le mec, en fait, tout est vrai dans ce qu'il dit. Non seulement tout est vrai, et c'est ultra bien vécu. Et comme le mec, en plus, il est intense, et tu sens qu'il est énervé en disant ça, mais tu fais, mais en fait, il obscurcit totalement CM Punk. CM Punk, tout ce qu'il a en retour, c'est, ouais, mais écoute, tu peux dire ce que tu veux, oui, t'es très fort, oui, t'es très bon, mais t'es pas CM Punk. Et CM Punk va te battre. Ok, d'accord. Ben non, franchement, voilà, c'est pour ça que j'ai envie de dire. Moi, il me tarde de voir le full potentiel de Braun Breaker en tant que champion du monde, même si j'aimerais bien voir LA Knight avant ça. Oh oui. Je pense que c'est passé, malheureusement, pour. On verra. Apparemment, comme chaque année, on disait 2026 sera l'année de LA Knight. L'année de LA Knight. L'année dernière, on avait fait la même. Je m'en souviens, j'avais vu les news l'année dernière, c'était pareil. Hein. Ah, bel esprit. Dernière news, je crois, oui. Dernière, frérot. Dernière. Ah, ben moi, c'est. Steve Austin est danseuse, et après, il y a Elio Lefleur. Ah oui, Elio Lefleur, c'est vrai. Donc, Steve Austin estime que la WWE manque de vrais durs, de vrais guys, de vrais men. Wesh. Invité par Chris Van Vliet. Yes, il faut que je la regarde cette interview. La légende du catch a expliqué que les matchs modernes lui paraissaient trop propres et trop chorégraphiés. Selon lui, tout n'a pas besoin d'être parfait sur le ring. Il déclare: ça ne doit pas ressembler à une danse. Même pas le vent, même pas tu vends l'euro. Je l'ai même pas entendu, gros. Tu l'as même pas entendu. Je l'ai même pas entendu.
Frérot, j'ai lâché un raw. Je l'ai même il pas était entendu. scandaleux, quoi. Ah putain, C'est vrai je regarderai ça. Je re-regarderai ça. C'est peut-être parce que tu parlais alors. Ouais, je sais pas. je pense que j'étais en train de parler, c'est peut-être pour ça. Tu m'as Et coupé. donc ça te coupe le Tu m'as son. coupé. Non, mais ça te coupe le son alors quand tu parles. Non, ça me coupe pas le son, mais je devais être Mec, concentré sur le truc, j'ai pas. C'est les reptiliens, alors ils ont bloqué le son de mon raw. C'est les Quoi. reptos. Ils veulent pas qu'on fasse plus de vues, quoi. Attends, je vais enregistrer parce que tu viens de dire le mot. Ouais. Voilà, c'est bon, j'ai enregistré. Bon. Donc, Steve Austin a dit, ça ne doit pas ressembler à une danse, il faut montrer de la lutte, des efforts, parfois même un peu de désordre quand la situation l'exige. Oh oui, oh oui. Austin a désigné Bret Hart comme un modèle à suivre pour vendre la fatigue lors des longs combats, et c'est ce que tu as dit tout à l'heure, Tom. Ouais. Il Ouais, parce que j'avais lu la news. il déclare que Bret Hart avait l'air complètement épuisé dans ses matchs car il respirait fort, il tenait à peine debout, sans trop exagérer. On sentait vraiment à quel point il était fatigué. C'est ça. Il déclare aussi que pour Austin, les catcheurs d'aujourd'hui devraient dégager beaucoup plus de danger et d'authenticité. Mhm. Il explique que lorsque lui descendait la rampe à son époque, le public ressentait immédiatement qu'il était prêt à se battre contre n'importe qui. Yes, sir. Et il écrit dedans, et il cite là-dedans que Brock Lesnar est le seul catcheur encore actuel qui lui fait ressentir cette émotion. De véritables dangers, et qu'il serait prêt à se battre contre n'importe qui dans le ring. Yes, sir. Je suis d'accord et pas d'accord, mais qu'en penses-tu, Tom ? D'abord, dis-moi pourquoi t'es pas d'accord, je suis très curieux. Alors, je suis d'accord sur le fait que on a perdu un peu ce truc de danger. Ouais. C'est vrai que il y a des mecs quand ils rentrent sur le terrain, tu ressens pas qu'ils sont prêts à se battre, tu vois. Quand ils rentrent sur le terrain. Sur le terrain, j'ai dit le terrain, putain, sur le ring. Ouais, pardon. C'est pas bel esprit, mais bel esprit, j'aime beaucoup. Tu sais, encore plus quand tu vois le catch comme un sport. Ouais, bah ouais, mais complètement. Ça améliore beaucoup la façon que tu as de faire tes matchs et de le vivre, tout simplement. Quoi. Ouais, donc oui, bah, tu vois, par exemple, Brock Lesnar, tu vois. Brock Lesnar, quand tu le vois rentrer, il peut. C'est un tueur. C'est un tueur. Ouais. A contrario, pareil. Qui c'est qui est bon? Je sais pas, Finn Balor. Ouais. Très bon, très bon catcheur. Ouais. Mais quand il rentre, bah. Il a très bon catcheur, très bonne entrée, très bon physique, très bon. Tout, mais. J'ai pas ce ressentiment, tu vois, quand je. Ou Dominique Mysterio. Oui, bah ouais, Dominique, c'est un très bon exemple. Mais après, lui, c'est le personnage. Oui, mais lui, c'est le personnage du heel qui triche, donc ça peut encore passer. Ouais, mais tu vois, Finn Balor, quand il avait la gimmick du démon, chair de poule quand il est rentré. Ouais, un Santos Escobar. Ouais. Bon, ouais. il a une gueule de narcotrafiquant, d'accord, ok. Mais non, mais c'est vrai, tu vois, je veux dire, tu le vois, tu fais une gimmick de Pablo Escobar, sans jeu de mots d'ailleurs. Oui. Sans jeu de mots, ça va, le personnage est bon. Mais en fait, le truc, c'est, regarde, comment il s'appelle Enfin, j'essaie de trouver un autre exemple. Mais non, bon, bref, tout ça pour dire. Le truc, c'est ce qu'on en revenait à dire tout à l'heure, c'est une question de crédibilité. C'est ça. Moi, je me place toujours, mais ça, c'est un truc que j'ai eu depuis l'époque WS, mais aussi qui a été renforcé quand j'étais à NXT. Je regarde pas le catch sous les yeux avec le regard d'un fan de catch. Parce qu'un fan de catch, tu peux lui donner de la merde, il reviendra la semaine d'après pour regarder le catch. C'est un fan de catch. C'est un fan de catch. Que le produit soit merdique ou pas, il reviendra parce qu'il se dira, bon, ça sera mieux peut-être la semaine prochaine, ou ça sera mieux dans un mois, ça sera mieux dans 2 mois. Le mec n'arrêtera pas de regarder WrestleMania, le mec n'arrêtera pas de regarder SummerSlam, même si le booking est pourri. D'accord ? Ça, c'est clair et net. Maintenant, je regarde le mec lambda. Le mec qui soit n'aime pas le catch, mais qui est obligé d'y aller parce que ses enfants aiment, ou alors le mec qui connaît pas le catch et qui voit ça pour la première fois. Si tu lui fais, entre guillemets, un faux combat, un combat chorégraphié sous les yeux avec 2 gamins qui ressemblent à des ados de 18 ans, le mec il va faire... On se fout de ma gueule là, on se fout de ma gueule. Je suis posé, le même moi qui a un dad bod et qui fait 95 kilos de bière et de je sais pas de hot dog. Le mec il est américanisé à fond, Tom LaRufa. Donc de bière et de hot dog, tu vas me faire croire que ce gars-là c'est un combattant, mais moi je lui mets une droite, il va au sol le gamin, tu vois. Ouais. Et ça en fait c'est de la merde. C'est de la merde parce que le mec tu peux le perdre tout de suite. Tu le perds tout de suite. À l'inverse. Mais dans le ring, un bonhomme de 100 kilos de muscle, ou même un mec qui a le look de Steve Austin, comme il dit, et tu le fais se tabasser contre un autre mec du même gabarit, et les coups claquent,
la sueur jaillit des corps quand il se frappe, des cordes à linge, des bonnes cordes à linge qui claquent et des prises qui font trembler le ring, le mec il va faire wow, c'est quoi ce truc, où je suis tombé quand c'est bien fait. Mais s'il voit un gamin qui pèse 65 kilos, qui fait 5 saltos et qui saute du haut d'un balcon sur 5 mecs qui, comme par hasard, sont réunis pour le rattraper, mais il va faire c'est de la merde. Qu'est-ce qui se passe? Je suis où, tu vois? Et moi, j'ai cette mentalité. Et je veux te dire sincèrement, tous les grands promoteurs de catch, et je parle des grands promoteurs, oui, tu vas trouver des promotions indépendantes où ils vont être là à dire ah non, mais il faut des plongeons du haut de balcon, il faut des matchs hardcore avec des tables en feu. Oui, ça d'accord, c'est marrant, il en faut un, peut-être sur le show, mais sans plus. Mais n'importe quel vrai promoteur de catch, il va dire quoi? Mec, moi je veux toucher le public général. Et pour toucher le public général, il faut leur vendre du rêve, et surtout il faut leur vendre des personnages et des physiques. Point. Exactement. Et le truc, je suis d'accord. C'est ça que raconte Steve. Ouais. En fait, c'est Steve qui le dit à la base. Et ça revient à ce qu'il disait, le conseil aux jeunes. Vendez, les gars. Vendez. Si tu fais un contact, le mec, il t'a mis dans le coin, il te met une claque dans la gueule, mais vend comme s'il t'a pété une dent. Putain, il m'a pété une dent. Putain, je vais te défoncer. Parce que si tu vends la claque comme si le mec, en te claquant, il a insulté ta mère et toute ta famille et t'a pété une dent, je peux dire que l'action d'après, les gens vont regarder genre, waouh, comment il va réagir? Qu'est-ce qu'il va lui faire? S'il va lui mettre un coup de poing dans la mâchoire? Est-ce qu'il va lui casser la rotule? Je sais pas, tu vois. Si tu prends juste la claque et que tu souris en disant, ok, d'accord, allez, prise de contact. Ouais, mais c'est de la merde. Mais c'est de la merde en barre. C'est que t'as rien compris au catch. Et que t'es une petite merde. Oui, je m'en bats les couilles, je veux dire, t'es une merde qui joue au catch. Et qui va faire un lock-up et qui va faire derrière 5 saltos arrière et un ciseau de tête et qui va se relever en faisant un keep-up pour montrer, regardez, je suis athlétique et je refais ce que j'ai vu à la EW dans les matchs cruiserweight. Ouais. Ben alors, je pense que j'ai pas trop, enfin, j'avais pas pris la news comme ça. Moi, je l'avais pris dans le sens où il faut un peu comme il avait fait l'Undertaker à l'époque dans les interviews, qu'il y a plus de bonhommes dans les rings, il y a plus de bonhommes dans le vestiaire qui sortent des guns, tu vois. En fait, c'est la même chose. La même chose, frérot. Ouais, mais moi, je pars du principe où oui. Donne-moi un bon personnage. Mais mec, c'est la même chose. C'est la même chose à deux niveaux. C'est parce que je vois ce que tu veux dire. Le mec qui a un flingue dans son sac, d'accord? En général, il va avoir la gueule de l'emploi. D'accord. Ouais. C'est aussi beaucoup pour des gens, ils me voient, surtout encore plus avec rasé la barbe et tout, ils voient mes oreilles en chou-fleur, ils font mais fuck, tu fais du MMA et tout. Alors si vraiment je veux faire le vinaker, je fais ouais putain, MMA, lutte, tout ça. Mais rien que ça, tu vois, déjà c'est un look que les gens voient, ok, lui je veux pas l'emmerder. Tu vois, surtout en plus maintenant à 90 kilos. Alors oui, WS, j'étais à 80-85 kilos max avec les abdos. Ouais, on dirait gros physique quand même, mais c'était moins impressionnant que le mec à 90 kilos avec un cou de mammouth et une oreille en chou-fleur. Tu vois. Et le truc c'est ça, c'est donc un mec, alors je redis, un mec qui a un flingue dans son sac, en général, il va avoir la gueule de l'emploi. Et le comportement, et il va dégager quelque chose qui fait que le mec a un flingue dans son sac. Donc ça c'est le premier truc. Et après, deuxième truc, tu parles de personnages, mais c'est donc ce qu'on disait. Il faut des persos qui te font croire que le match que tu vas avoir derrière, eh ben, c'est un vrai match, une vraie baston, et tu rentres dedans. C'est pas des personnages... qu'est-ce qu'on a aujourd'hui de personnages bof, qui connectent bof? Mais même au final, El Grande Americano, quand on a deux autres, bon, tu te dis... Ouais, le Grande au Mexique, il... Oui, voilà, mais il y a les deux autres, c'est quoi? C'est Pete Dunne et... Pete Dunne. Comment il s'appelle? Pierre Dunne et Tyler Bates, qui sont avec lui. Ouais, ok, d'accord, vous avez que ça à nous offrir, les amis. Et c'est aussi pour ça que Gunther, il marche. Parce que Gunther, tu le vois, en tout cas dans son personnage, dans sa prestance et dans sa présentation, tu fais, ah ouais, lui, je vais pas le faire chier, tu vois. Lui, je vais pas le faire chier, parce qu'il nous est bien vendu. Parce que Gunther sait vraiment se battre, on sait pas. Mais on peut croire qu'il sait se battre parce que c'est bien vendu, que son style dans le ring est justement fait comme ça, tu vois. Et c'est pour ça que c'est un génie, Gunther. Le mec, il prend aucun risque. Gunther, il peut encore catcher 20 ans comme ça. Ah oui, il chute pas sur la nuque et il met que des chops. Bel esprit, le mec. Bel esprit. Clair. Et ben, on est à la dernière news du coup, Tom. Elio Lefleur. La vignette à New Year's Evil. New Year's Evil qui débarque officiellement à NXT. Ouais, apparemment. Donc du coup, alors c'est quand NXT déjà? Mercredi. C'est le mardi. Ouais. Est-ce qu'ils vont pas en faire plusieurs avant qu'il ait son premier match? Est-ce que mardi voilà, c'est ce que je me disais. Est-ce que dès mardi prochain il y sera, tu penses, ou ils vont encore le teaser?
Peut-être qu'ils vont le teaser, je pense encore. Ils vont peut-être encore le teaser 1 ou 2 fois. S'ils font les trucs comme d'habitude. Et toi, t'en as pensé quoi? Qu'est-ce que t'en penses, etc. Moi, j'ai bien aimé la vignette. J'ai bien aimé. Ouais. Ça va, ouais. Et de façon plus générale, cette approche pour lui. Ben, The French Luchador. Luchador. Ben, Fleur. moi, franchement, on en avait un peu parlé. Je suis content. Franchement, j'avais vraiment peur qu'il change vraiment totalement de personnage, de gimmick. Ouais. Et on avait parlé du nom. On avait peur qu'il donne un nom. Hervé, la baguette. Ouais, après, franchement, Helio c'est stylé, mais Helio, le fleur, je comprends toujours pas. Après, moi, je trouve que. Le fleur. En anglais. The Flower. Ah non, mais. The Flower. Ah ouais, mais en anglais, c'est. Moi, je trouve c'est moins dérangeant. Roman Empire. Roman Empire. Oui, l'Empire romain. Voilà. Romain règne. Oui, mais après, frérot, je suis désolé, mais c'est plus stylé Romain règne que la fleur. Oui, ouais. T'aurais pu trouver l'aigle, ne serait-ce que ça, l'aigle. Helio l'aigle. Helio l'aigle, mais tu sais, tout attaché. Ils auraient dit. Non, en français tu mets l'aigle, mais ils auraient prononcé ça comment? L'aigle. Ils ont pas su le prononcer. Mais même, t'aurais pu faire. Helio Rapace ou Rapace, enfin je sais pas, t'aurais pu trouver quelque chose comme le fleur. Alors après c'est peut-être le vœu de Cyril, je crois que c'est son vrai nom, d'aigle, de s'être appelé le fleur. Oui, c'est lui qui avait proposé. Mais peut-être il avait proposé plein d'autres. Oui, il avait proposé plein d'autres aussi. Qu'il avait proposé d'autres. Mais dans ces cas-là, propose pas le fleur quoi. Assure-toi de proposer que des noms. Enfin bon après attention, voilà. Moi ça me dérange pas. C'est mon avis. Moi j'aime bien. Ça me dérange pas. Le roi. Helio le roi. Buck. Roi, mais R-O-Y. Ça, c'est stylé, quoi. Le roi. Mais de toute façon, moi, le roi, le fort, c'était des mots que j'avais proposés. Je les avais lus, d'ailleurs. J'avais lu, je crois, dans une vidéo, les noms que j'avais proposés. Il me semble que t'en avais parlé, mais t'en avais dû en donner 2-3, je crois. Ouais, que quelques-uns. Je crois que t'avais pas dit un Napoléon, je crois. Un truc comme ça. Laisse pas, frérot, je les ai, là. Je les ai. Mec, j'ai encore tous mes fichiers bloc-notes de mon ancien iPad et iPhone que j'avais aux States. Alors, tu vois, là, par exemple, Mec, j'ai toutes mes promos, là. J'en ai une qui date du 10-5-2015. De quoi sur un bloc-notes? Ouais, bloc-notes. J'ai toutes mes... chaque fois que j'avais une idée de promo, je le prenais en note sur mon iPhone. Et là, j'ai tout, là, tu vois. Là, j'en ai 2014. Bel esprit. Oh oui. It's never been... Ouais, j'en avais une pour Ty Dillinger, manager. Bon, enfin bref, alors attends, les noms que j'avais donnés. Ouais, c'est en 2012, remonte en 2012. Oui, c'est ça. Alors, names. Oh putain. 9 novembre 2012. T'es prêt? Vas-y. Alors, pour le Spartiate. Parce qu'au début, j'avais donné une liste de Spartiates, d'accord? Oh putain, ne l'efface pas. Ah, je l'ai épinglé, donc bel esprit. Alors, pour le Spartiate, j'avais nommé... alors j'avais mis... mec, tu vas délirer, c'est un truc de ouf, regarde. J'avais mis que des first name, j'avais pas mis first name, last name, d'accord? Christos, ouais. Julius, Hélios avec un H, Ajax, Achille, Minos, Midas et Midas. J'avais mis ces noms-là pour le Spartiate, tu vois. Il y en avait un autre que j'avais bien aimé, mais il est pas bizarre, attends, il est où? Ah, attends. Thrasos, je sais que j'avais mis Thrasos. Fais voir. Oh, bordel de merde, mec, j'en ai des noms de ouf. Mec. Regarde, et là, alors après, donc comme ils m'ont dit, une semaine après, Bill DeMott arrive et fait « Hey, Tom ou Frenchy, je sais plus, donne-nous une nouvelle liste. » Je fais « Ah bah ok, ils doivent pas vouloir de grec. Ouais. » Alors, j'avais fait d'abord une liste de prénoms, d'accord, pour le français. J'avais mis Henri, Jean, Pierre, Arsenal, Jacques, François, Hervé, Richard, Jean-Marie, Jean-Paul. Voilà. Ensuite, j'en ai mis d'autres. Mais alors ça, c'était moins français, mais quand même stylé. Léon, classique. Léon, Ron, John, J-O-N, Al, Tony, Hugo, José, Ulysse, Troy, pour 3, Paul.
Paul tout court. Voilà. Alors après, voilà, ça c'était les prénoms. J'avais commencé à noter des prénoms, d'accord. Et après, je faisais des associations avec des noms de famille. Alors j'avais Tony Lacosta. J'aurais vraiment aimé Tony Lacosta parce que ça ressemble à Tom La Ruffa, d'accord. Tony Lacosta, ça fait un peu French Riviera, ça fait italien, mais peu importe. Léon Fleur de Lys. Alors tu vois, il y avait le Fleur, mais Fleur de Lys, tu vois, c'était Fleur de Lys tout attaché. Arsenal Mansart. Arsenal Mansart, putain, ça fait stylé. Oui, surtout en anglais. Arsenal Mansart. Mansart. Mais mec, c'est un truc de ouf. Bon. Achille Bartoli. Achilles Bartoli. Parce qu'en fait, je cherchais quand même des noms un peu à consonance italienne comme La Ruffa, d'accord. Après, Sylvester Lefort. Voilà, lui, ils l'ont gardé. J'avais John Riviera. J-O-N Riviera, comme John Riviera, bel esprit. Ilias Argos, pour rester dans le grec quand même, on sait jamais s'ils acceptaient du grec. Alors lui, il était énorme. Ranko Python. Ranko Python. Ranko Python. Ah ouais. Putain, bon, c'était pas français du tout. Mais Python en français, tu peux. Tu sais, j'aurais fait non, not Python. Python. Tu sais, tu le prononces à la française. Ça serait énorme. Oh, Bruno Taurus. Taurus pour taureau. Bruno Taurus et oh là putain Ulysse Spartan. Ulysse Spartan. Ah ouais. Ulysse Spartan. Bon bel esprit. Alors après j'en avais deux autres. Alors eux je les avais mis aussi. Henri Dulac. Bel esprit. Dulac, ouais. Mais Alberto Del Rio et Henri Dulac. Parce qu'en fait Alberto Del Rio littéralement ça veut dire Albert de la Rivière. Albert de la Rivière. Ouais, Albert de la Rivière, donc Henri Dulac. Et c'est stylé quand même, Henri Dulac. Bel esprit. Ouais. En anglais ça rend bien. Enfin avec l'accent. Ouais. Pierre Leroy. Leroy, peu importe. Pierre Leroy stylé quand même. Pierre Leroy, c'est pas mal. Mesdames et messieurs, nous accueillons le catcheur français aux États-Unis, Pierre Leroy. Oui, bonjour. Putain, c'est énorme. C'est Pierre Leroy. Bon, après, Sylvester Lefort, c'est stylé, quoi. Et après, j'avais mis aussi Jacques Létalon. Mais Létalon en un seul mot, tu vois. Ok. Bel esprit. Voilà. Et non, c'est ça, en fait. Ah oui, alors après, en fait, ça, c'est les noms que j'avais retenus, parce qu'après, j'avais fait une liste de noms de famille. Moi, j'avais mis Dulac, Létalon, La France, bel esprit, La France, hein. Henri La France, Jean-Marie La France, ouais. Jean-Marie La France. Jean-Marie La France. On avait rigolé avec Marcus, on voulait pitcher un nom comme ça, TNA, mais enfin, on va se calmer quand même, parce qu'on va se faire défoncer. Jean-Marie La France. Jean-Marie La France. Leroy, Lefort, oui, Riviera, Chevalier, pas mal, en nom de famille. Chevalier, ouais. Henri Chevalier, ouais. Bel esprit. Martial aussi, c'est pas mal. Duchemin, ça peut passer. Tu sais, si t'as du lac, tu peux avoir du chemin. Mec, Lefranc. François Lefranc, alors peut-être pas François Lefranc, mais Henri Lefranc, Pierre Lefranc, bel esprit. Puissant, en nom de famille. Ah, t'avais mis Puissant ? Ouais, Puissant. Bah, comme dans les Simpsons, Max Puissant, tu vois. Mais genre, Puissant en nom de famille, ça peut être pas mal. Ouais, mais bon, la prononciation après en anglais. Hein. Oui, c'est vrai, puissant, après, puissante, ouais, j'avoue. Puissante. Puissant, ça fait poisson. Ouais. Non, mais par contre, ça c'est clair qu'il faut garder en tête, justement, la prononciation anglaise. Voilà. Le fois que mec, on a fait presque 5 minutes sur les prénoms, mais... Mais du coup, Sylvester Lefort faisait partie de ceux que t'avais... C'est le dernier. C'est le dernier que j'avais mis sur la liste. Ah, c'est ceux que tu voulais pas ? En fait, je me suis dit, mec, ils vont jamais m'appeler Sylvester, en fait. Ouais. Sylvester Stallone, tu vois, tu penses à Sylvester, tu penses direct à Stallone, tu vois. Oui, ils vont jamais me donner en prénom Sylvester. Puis un beau jour, c'est hey Sly, enfin pas Sly, il fait hey Frenchie, Sylvester Lefort. Et moi je fais waouh, putain, ils ont pris celui-là. Ok, donc c'était ok. Bah ouais. Et toi, c'était lesquels que tu pensais qui te plaisaient le plus, toi ? Alors Tony Lacosta, je kiffais. John Riviera, j'aimais bien aussi. Ah, John Riviera. Ouais, en les relisant. Et Léon Fleur de Lys aussi, ça aurait été pas mal parce que Léon, tu sais, c'est le film avec Jean Reno. C'est très connu là-bas, tu vois, le professionnel. Donc Léon Fleur de Lys. Ouais. Mais après, Henri Dulac, pareil. Oh, franchement, il y en a beaucoup qui sont pas mal. Hein. Okay. Henri Dulac, Pierre Leroy. Pierre Leroy, Henri Dulac. Sylvester Lefort, c'est stylé aussi. Après, Elio Lefleur, c'est bien. Elio Lefleur, c'est bien aussi. Mais pareil, là, en fait, ça aussi, ce que je comprends, c'est que, ok, frérot. Alors, je parle pas pour Aigle, alors, sauf si c'est Aigle lui-même qui a prononcé le nom, bah écoute frérot, désolé, aujourd'hui, toi t'es sous contrat de WWE, je le suis plus, donc je vais pas non plus te donner de leçons, mais pourquoi dire le fleur et pas la fleur ? Parce que le fleur, ça n'a aucun sens en français en fait. Fleur, c'est un nom féminin. Là, ouais. Je pense qu'en fait, c'est les Américains, ils ont dû dire non, prends ce mot-là parce que voilà, parce que ça résonne plus. Ça résonne plus avec les Américains, ils vont entendre ce mot, ils vont capter que t'es français. Et puis comme t'as dit, après c'est toi qui l'avais dit dans une news, tu peux toujours enlever le fleur et juste l'appeler Elio, tu vois. Exactement. Ouais. Voilà. Écoute, oui, après peut-être finalement ils vont l'appeler au main roster. Hein.
C'est ça, ils vont peut-être tout simplement l'appeler White Eagle ou Aigle Ouais. Blanc, parce que tu as bien vu qu'il en parle. Bel esprit. Et donc, enfin, pour enfin parler de la news et de la vignette, parce que toi, t'as dit donc quoi, t'es assez content et tout. Moi, ce que je kiffe, et c'est ce que je te dis, c'est ce que fait Shawn Michaels à NXT. Parce que j'en ai parlé d'ailleurs sur Instagram avec un gars qui disait oui, non, ça va être un flop, comme Tom LaRufa et tout. Je fais non, pas du tout, pas du tout. Alors oui, si c'est un flop, alors si c'est un flop, ça va être deux responsabilités, on va dire, la WWE. Et alors, je redis, je fais pas le donneur de leçon ou quoi, mais si Aigle a choisi de garder son perso ou ne leur a pas offert autre chose d'assez consistant pour faire autre chose que ce qu'il faisait sur les Indies, eh ben frérot, vaut mieux que ça marche. Vaut mieux que ça marche à la WWE. Parce que le truc, c'est que on voit la différence de mentalité entre Vince, Triple H et Shawn Michaels, qu'il lui laisse faire ce qu'il a fait mousser sur les Indies. Dans le sens, c'est bel esprit. Parce que pourquoi changer une recette qui marche alors qu'il marche sur les Indies? Maintenant, est-ce que ça va marcher à la WWE? Mais d'un autre côté, au moins, je redis, il s'est construit une fanbase en faisant ce qu'il faisait sur les Indies en tant qu'aigle blanc. Ben, c'est bien, la fanbase va pas être dépaysée. Moi, je reviens à l'exemple. Après, franchement, moi, j'aurais adoré qu'il fasse ça avec moi. Hein. Comme je disais sur Instagram, moi, j'arrive à la WWE, j'ai un personnage de Spartiate en 2012 qui marche à travers toute l'Europe, et je suis sûr qu'il peut marcher mondialement. Avec ce personnage, je terrassais des géants, comme on le voit dans les TLRM. J'arrive à NXT, ah non, t'es un Français qui remue le drapeau blanc et s'enfuit en courant. Ouais. Donc, tant mieux pour lui qu'il lui laisse faire ce qu'il fait. Et c'est là, je redis, donc je termine là-dessus, que tu vois que Shawn Michaels, c'est quand même bel esprit. Parce que plutôt que de vouloir changer les gars et les recréer, mec, fais ton truc, fais ce qui marche. Et ça, c'est ultra bel esprit. Ouais. Après, pour moi, je trouve ça. C'est vrai que pour moi, c'est logique. Mais c'est vrai que, effectivement, à ton époque, toi. Pardon. Effectivement, à ton époque, si tu te faisais tout seul, ils aimaient pas ça et ils voulaient à tout prix pouvoir dire c'est nous qui l'avons créé. C'est vrai que c'est dommage. Je pars du principe que je trouve ça con de. Tu recrutes un gars parce qu'il a marché sur tel truc et tu le recrutes et tu changes complètement. Non, pour moi c'est pas. Mais malheureusement à l'époque c'était ça. C'est ce que disait Brian Alvarez sur nos amis du World. Non, Figure 4 Weekly. Là peut-être tu vas l'entendre là. Il est tout petit. Et à l'époque, il disait, tu sais, quand j'avais fait World of Hurt et qu'il disait, ouais, ce mec-là va main eventer WrestleMania dans 4 ans, il disait, non, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont lui faire raser la barbe, ils vont lui faire se couper les cheveux et ils vont le faire être générique comme tout le monde. Alors, c'est pas totalement ce qui s'est passé, mais n'oublions pas la dernière décision que j'ai eue avec Triple H qui était, mec, il faut que tu sois plus réaliste. Et si t'es plus réaliste, tu seras sur mon show. Bah écoute, c'est comme ça, mais bon, en attendant, moi j'aime beaucoup la vibe NXT de Mr. Shawn Michaels. J'aime beaucoup aussi, mais attention quand même. Quand il va passer, s'il passe au main roster, ça va faire pareil. On disait pareil de Triple H aussi à l'époque NXT. Bah à voir, par exemple, ce qu'ils vont faire avec Obafemi, parce que vraiment Obafemi part sur le main roster. Donc, et il part champion, bel esprit. Bah voilà, mais il a laissé tomber la ceinture, t'as vu? Il a abandonné la ceinture au milieu. Il a abandonné, mais il part. Bel esprit. Enfin, bel esprit, tu vois, genre, il a pas perdu son. Ouais. C'est ça. Je trouve ça beau. Ouais, mais le catch, c'est beau, mon ami. C'est beau, mon ami. Et c'était très beau de faire la plus longue TLR News de l'histoire. Vu qu'on en fait une par mois maintenant, autant faire 1h30 de vidéo. Toujours un plaisir, Tom, de te retrouver pour cette TLR News. Oh oui, frérot. Restez connectés on va réfléchir pour comment on peut s'organiser ça pour faire des analyses de matchs. Ouais. Des classiques, des matchs classiques. C'est ça. Bah, si vous avez des matchs d'ailleurs, par exemple, que vous aimeriez voir analysés, mais des classiques, classiques ou pas, mais c'est mieux des connus quand même. Parce que tu vois, par exemple, je sais tout de suite qu'il y en a un qu'on va faire, c'est Shawn Michaels contre Kurt Angle à WrestleMania 22, je crois. Ou 20, je sais, non 22, parce que Kurt Angle il était contre Eddie Guerrero à WrestleMania 20. C'est un classique lui aussi. C'est un classique, il est excellent ce match, il est excellent. Enfin, il y a plein de matchs comme ça, mais de toute façon on va en faire beaucoup de Bret Hart. J'ai presque envie de dire à un moment pendant la TLR News, je me disais, est-ce qu'on va pas faire juste tout simplement les analyses des matchs de Bret Hart? Parce que Bret Hart, on va en faire au moins 5 à 10. Ah, il y a beaucoup de classiques. Il y a 10 classiques. Ah mais mec, c'est impressionnant. Oh oui, on fera peut-être pas le Iron Man match contre Shawn Michaels parce que 1 heure de vidéo peut-être pas, même sinon on a fait 1h30. Oh oui. Bah écoute Tom, on se dit dans une prochaine fois, 3 semaines où on vous tient au courant pour les. Ouais. Frérot, tu m'avais parlé du Rumble. Non, on va pas faire 3 semaines, on va essayer d'en faire une même si elle est courte d'ici là. Mais ouais, why not? On va essayer de voir si on peut se faire un truc pour le Rumble. Moi je sais que le soir du Rumble, il y a un show à Toulon, bel esprit. D'ailleurs Toulon, il me faut rêver. NCV, gros shout-out. Pourquoi? Parce que eux, ils écrivent vraiment la storyline des mois à l'avance. Bel esprit. Ça, c'est bel esprit. Et je comprends, c'est vrai que quand tu fais ça comme ça, t'as vraiment une vision différente du produit. D'ailleurs, le dernier show, où je me prends une claque d'une personne qui compte beaucoup pour moi. Tu te fais défoncer,
Ah ouais, je me fais défoncer d'ailleurs, ça l'a fait délirer chaque fois qu'on en reparle. Le truc, c'est que tu vois la structure du show et tu fais, ouais, Bel Esprit, ils l'ont posté sur YouTube il y a pas longtemps. Vous mettez NCCV Toulon, show du 8 novembre, je crois. Bel Esprit. D'ailleurs, le match avec Jean-Michel, c'est ce qu'on dit exactement, tu verras la vente. La vente. Vous voulez voir vendre tout? Ben, regardez mon match avec Jean-Michel à NCCV Toulon sur YouTube. Oh oui, show du 8 janvier 2025. Bah, même sur ton vlog aussi. On le voit sur ton vlog. Ouais, mais on voit que des extraits. Là, t'as le truc en entier. Oui. T'as le segment en entier. Et franchement, j'ai regardé le match et j'étais vraiment Bel Esprit. Oh oui. Et partant de là, on ne l'a pas dit, les amis. Bonne année! Bonne année! Plein de meilleurs vœux, la santé avant tout, les amis. Ouais, toujours. Et le Bel Esprit. Et le Bel Esprit et du catch. Ouais. Et le smile. Tout. Le catch et les musiques d'IA. Bon, Alex, merci à toi, frérot. Merci à toi. On se voit bientôt. De toute façon, on est en contact quasiment tous les jours. Ouais. Oh oui. C'est vrai que on se parle tous les jours au final. Donc c'est Bel Esprit, les amis. C'est Bel Esprit. Bel Esprit. À bientôt, merci les amis. à toi, mec. Ciao. Aou.